Donc je vais quand même, avant qu'Alain commence, je vais quand même dire un petit mot. C'est aujourd'hui la première session de la 3e année de notre séminaire décolonial universel, regard croisé. Il y a eu 2 petites évolutions. Enfin d'abord, la toute première année, pour ceux qui s'en souviennent, c'était uniquement un séminaire de lecture. C'est-à-dire que nous n'invitions pas les auteurs, nous économisions de l'argent. Voilà. Mais il faut dire que comme c'était la première année, on n'avait pas droit aux subventions pour séminaires récurrents. Maintenant, on est un séminaire récurrent. Et la 2e année, ça a été la même orientation, mais on a invité les auteurs. Et ça a un gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus vivant, puis on est content de connaître les auteurs. Ça a un inconvénient, c'est que les auteurs viennent présenter un livre entier, ça va être le cas d'aujourd'hui. Et donc, non, des fois l'analyse qu'on y porte est un peu plus survolante, parce que la première année, on travaillait vraiment sur 15 pages, quoi. C'était vraiment, tout le monde lisait. Alors là, j'espère que tout le monde a lu l'introduction du bouquin, que j'ai envoyé il y a quand même 10 jours. Hein, tout le monde l'a lu, hein, bon. On travaillait sur donc 15 pages, et là on travaille sur des bouquins entiers. Mais bon, cette année on continue sur la même formule d'un point de vue technique, mais avec une légère nuance d'orientation. C'est que les 2 premières années, en pratique, c'était pas décidé d'avance, mais en pratique on a surtout travaillé sur le décolonial, et pas beaucoup sur l'universel. Donc cette année, on va continuer à travailler sur le décolonial. Quand vous allez recevoir, je vous l'ai déjà envoyé, je sais plus le programme de toute l'année, vous verrez qu'il y a plusieurs auteurs qui sont décoloniaux, mais il y a aussi des auteurs qui travaillent sur l'universel. Et aussi, au moins une fois, il y aura un bouquin anti-décolonial. Carrément anti-décolonial. Alors, pas l'anti-décolonial de droite, anti-wokiste et compagnie, et tous les gros mots qu'on a inventés récemment, mais anti-décolonial marxiste mexicain. Voilà. Un bouquin qui vient de sortir en France, et qui a été publié il y a 2 ans par le Colegio de México, qui réunit des universitaires mexicains très liés aux mouvements sociaux et qui accusent les décoloniaux d'être une contre-révolution intellectuelle, donc carrément anti. Voilà. Mais je pense que c'est très bien que ça fasse partie de notre séminaire aussi. Pardon ? J'ai dit tout à fait. Voilà. Donc, justement, pour matérialiser ce léger changement d'orientation, nuance, hein, parce que ça se trouve l'an prochain on reviendra à plus de décolonial, c'est un peu des hasards de... Si, il y a aussi une grosse différence cette année, c'est que nous souhaitons, enfin c'est en début de discussion, donc ça se trouve ça n'aboutira pas. Nous voudrions que ce séminaire aboutisse à la fin de l'année, pour la rentrée prochaine, à un groupement de recherche du CNRS. Les groupements de recherche du CNRS, ce n'est pas des réseaux d'individus, c'est des coalitions de centres de recherche. Donc par exemple l'AM, le centre de recherche de l'Amérique latine de la Maison des Amériques à Paris, etc. C'est une coalition de centres de recherche, et ça serait donc un groupement de recherche d'études du décolonial. Pas forcément pro ni anti, mais d'études du. Voilà. Et si possible un GDR-I international. Ce qui complique les choses, parce que ça veut dire que les financements doivent venir de différents côtés, mais c'est un peu ça l'idée, qu'on ne reste pas simplement avec un séminaire, mais qu'on devienne un réseau de recherche. Et donc pas simplement à Bordeaux, bien sûr. Au contraire, voilà. C'est ça l'idée. Bon, moi j'ai pas préparé de biographie de Alain, si ce n'est qu'il est philosophe, je ne me trompe pas là. La philosophie politique. Je ne sais pas si les philosophes le reconnaissent comme Salut Alain, je te présente Sylvain Montgomery, professeur de littérature francophone et africaine, qui est l'un des co-animateurs du séminaire cette année. Désolé pour le retard. Non, c'est pas grave. On vient juste de commencer, j'ai présenté l'orientation générale du séminaire cette année. Cette année, on aura d'ailleurs une bonne densité, puisqu'on a 9 séances au total. La prochaine séance, vous voyez, c'est le 17 octobre, c'est même pas dans un mois. Et c'est Jules Falquet qui viendra. Jules Falquet est une sociologue politique qui a beaucoup vécu en Amérique du Sud, aussi en Amérique du Nord, et qui viendra pour un bouquin qui n'est pas très récent, mais nous on s'en fiche, hein. Le bouquin pourrait être de 1950, on l'analyserait quand même. Ben voilà, il est là, si tu peux le faire passer. Le bouquin Imbrication, elle préfère le mot imbrication au concept d'intersectionnalité. Elle nous expliquera pourquoi. Et donc c'est Jules Falquet, donc, qui est de Paris 8, si je ne me trompe, hein, qui est une sociologue, mais qui travaille au département de philosophie de Paris 8. Voilà. Et puis on en aura à peu près toutes les 3 semaines, donc on aura 9 séances au total, et ça se terminerait par des journées d'études pour la réflexion sur le groupement de recherche. Voilà, je vais arrêter là. Donc avec Alain, qui est donc politiste. Donc politiste, travaille au CEVIPOF, donc le centre de recherche bien connu de Sciences Po Paris.
Ça, c'est pour m'agresser. Pas Sciences Po. Donc, un politiste qui a quand même une formation de base d'économie et sciences sociales. Oui. Voilà. Et donc, il a publié aux éditions Le Bordelot. C'est pas de dire comment c'est venu Le Bordelot, parce que c'est pas un éditeur du centre de l'univers, c'est un éditeur de la périphérie. Ça veut dire d'ici. Voilà, c'est pas loin de Bordeaux. Voilà, c'est Lormont, c'est ce nom. Non, c'est Lormont. D'accord, ok. Voilà, c'est juste en face, il faut traverser la Garonne et puis c'est tout. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, on fait circuler le livre d'aujourd'hui. Merci. Vous avez le temps de lire, hein, c'est en un quart d'heure vous avez fini. Non, je dois dire que c'est un bouquin qui m'a donné de la peine, de la difficulté, pas l'introduction, qui au contraire est très claire, et qui montre l'hétérogénéité du bouquin, mais justement parce que c'est un bouquin volontairement hétérogène. Mais ça, on y parlera tout à l'heure. Ça commence bien parce que l'introduction, je l'ai rédigée entièrement. Ah bon, Stéphane n'a pas, parce qu'elle est signée à 4 mains quand même. Oui, mais Stéphane. J'avais l'impression de voir quand même des fois des paragraphes qui ne devaient pas être de vous, mais de Stéphane. Non. Stéphane n'était pas en état à l'époque. Ah d'accord. Bon, du coup, commencez. Donc, vous parlez combien de temps? Bah écoutez, on m'a été dit une demi-heure, mais je ne suis pas sûr que je puisse le lire en une demi-heure. Peut-être 35, 40, enfin ça va quand même. Le problème, c'est que j'ai le même défaut. Donc, il faut quand même qu'on donne on s'arrête. Donc, pas plus de 30 minutes. Donc à 15 Après, s'il reste des tas de choses à dire, vous les direz dans les... Éventuellement, je vais... Et moi, j'essaierai de raccourcir, c'est quand même à moi de me raccourcir plutôt qu'à vous. Bon, écoutez, alors je commence. Merci beaucoup de cette invitation, Michel, c'est l'occasion de nous connaître et moi j'aime beaucoup ce que j'ai vu de vous, donc c'est une occasion vraiment excellente pour moi de venir ici. Alors comme vous l'avez entre les mains éventuellement, c'est un livre collectif, donc c'est pas un livre de Stéphane Dufoy et de moi, c'est un livre qu'on a dirigé. On avait organisé un colloque auparavant et on l'a ensuite mis en livre. Il y a 15 auteurs, dont vous le remarquerez aisément, les orientations théoriques et les champs disciplinaires également sont très différents. On est parti évidemment d'un constat commun qui peut être discuté, mais enfin du dévoiement de l'universalisme au service des causes les plus douteuses. Et à partir de ce constat, on peut dire que le livre se partage en deux grandes tendances. Celle qui considère que par nature l'universalisme est lié à l'hégémonie, en l'occurrence à celle de l'Occident, dont il aurait en quelque sorte érigé la particularité en modèle universel. On dit souvent alors qu'il est situé, ce qui implique évidemment au moins de relativiser, voire de s'en débarrasser. Ou alors, deuxième grande tendance, malgré tout, sans revendiquer, à condition qu'il ne soit plus le point de départ auquel il faudrait se soumettre. C'est la dichotomie de Michael Walzer, l'universalisme de surplomb, mais le point d'arrivée, alors on peut dire pour le point d'arrivée beaucoup de choses, l'universalisme latéral, comme le dit mon Merleau-Ponty et à sa suite Suleiman Bachirian. Universel latéral. Universel, oui. Universalisme. Alors, non, en fait, ils se des deux. Je reviendrai à cette distinction parce qu'on en a parlé vaguement, c'est important, mais en réalité, Merleau-Ponty parle d'universel latéral, et bien souvent, c'est traduit par universalisme latéral, oblique, il y a réitératif, délibératif, il y a des tas d'oppositions à l'universalisme de surplomb. Donc, en tout cas, l'intérêt, c'est de dire que on ne peut pas considérer l'universalisme comme étant au point de départ et il faudrait se soumettre, donc la thèse du surplomb, mais au point d'arrivée. Alors on peut éventuellement discuter de cette distinction et on y viendra entre universalisme et universel. Il y a deux tendances, donc il y a trois parties, vous le verrez si vous voyez. La première, il y a 4 contributions qui, par des chemins différents, s'attachent à montrer que l'on ne peut réellement penser sans cette catégorie universelle. C'est la famille dans laquelle je me retrouve. Dans la deuxième, l'accent critique est beaucoup plus marqué et l'orientation générale est à minima la relativisation universelle. L'idée principale étant que l'universalisme est constitutivement limité par les conditions de son énonciation. Puis une troisième partie, qui est une partie prospective, qui interroge les façons par lesquelles l'universalisme pourrait redevenir un horizon d'émancipation. Dans la troisième partie, il y a des gens qui sont plus proches, malgré tout, de ceux qui sont très critiques, et d'autres qui sont plus proches de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas se passer de la dimension universelle. Donc je vais, dans un premier temps, procéder à une critique de l'anti-universalisme, en examinant deux occurrences qui peuvent choquer, parce que ce sont deux occurrences qui sont politiquement très éloignées, que je réunis donc au risque de choquer sur le seul critère de ce que je crois être l'anti-universalisme qu'elles ont en commun, ou, si on préfère, la valorisation de la différence collective. Dans un second temps, je me consacrerai à exposer les raisons
pour lesquelles je demeure universaliste. Et parmi ces raisons, celle que je considère comme la plus forte et aussi la moins consensuelle, elle pourrait être résumée par un argument qui serait un argument anti-junien. Pour savoir ce que nous devons faire, il est nécessaire de définir ce que nous sommes. En d'autres termes, on peut passer, contrairement à la vulgate jungienne, mais Jung n'a pas dit vraiment ça, mais les épigones de Jung ont fait dire ça, je crois possible de passer de l'être au devoir-être. Mais on discutera éventuellement. Alors, parmi les anti-universalistes que je réunis dans une union qui peut paraître évidemment un peu forcée et choquante, je dirais qu'il y a la nouvelle droite. C'est important d'en parler, de ce credo différentialiste de la nouvelle droite, parce que, à beaucoup d'égards, on peut dire que les idées de la nouvelle droite ont gagné la partie aujourd'hui, elles ont essaimé, et la droite tout entière partage un grand nombre des options de la nouvelle droite. Alors, je ne vais pas parler, parce que je ne tiendrai pas en 30 minutes dans ces conditions-là, du détail des positions de la nouvelle droite, qui a été fondée en 1968, assez intéressante, par des jeunes gens qui appartenaient à la génération de la guerre d'Algérie, issus vraiment de l'extrême droite, hein, le fameux groupement d'études et de recherche pour la situation européenne, non pas sur Grèce. Donc le nom indique l'objectif, hein, c'est pour la situation européenne. On n'étudie pas la situation européenne, on la défend, et on considère que si on doit la défendre parce qu'elle est menacée. Et aujourd'hui, dans toutes les querelles contemporaines sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme auquel vous avez fait allusion, on a l'idée que, effectivement, des valeurs, nos valeurs, mais nous entre guillemets, seraient menacées. Dans une entreprise de réarmement idéologique qui a, on peut dire, en termes gramsciens, gagné la guerre culturelle aujourd'hui, puisque je pense que sous couvert d'exaltation à la différence, ce qui est une tentation quand même très récurrente, c'est une position qui est fondamentalement raciste. Je dirais que le différentialisme, c'est le moyen, le mécanisme préférentiel de dissimulation, si vous voulez, du préjugé. Et aujourd'hui, on a dans le combat culturel et politique, on a un racisme de résistance, comme certains l'ont dit, qui s'habille d'un combat en faveur de la laïcité. Je ne vais pas parler de laïcité aujourd'hui, parce que alors il faudrait plus qu'un jour ou deux. Alors on sait l'usage qu'a fait Jean-Marie Le Pen, cette histoire. Hein. Il présente le rejet du métissage comme la conséquence du respect des différences. Et parfois des cultures ou des races, ce qui revient évidemment à rendre l'apartheid, le développement séparé, donc non seulement acceptable, mais souhaitable. Il y a une phrase de Jean-Marie Le Pen qui est citée dans le livre de Perrineau et Meyer, Le Front National à la Découverte, qui est un livre assez ancien déjà, où il dit « Les races ont été créées par Dieu et, de ce fait, ont certainement leur raison d'être ». Donc on a sur l'idée que les races sont une catégorie substantielle, elles existent dans la réalité. Alors évidemment l'auteur majeur, tout le monde le sait, c'est Alain de Benoît, hein, qui est toujours vivant, qui est né en 1943, qui a fondé beaucoup de revues, Éléments, Crisis, Nouvelle École, des centres de recherche dont on a parlé d'ailleurs récemment dans Libération, le centre Iliade, qui veut dire Institut pour la longue mémoire européenne, et aussi ce qui est intéressant, l'utilisation d'œuvres savantes, comme par exemple celle de Dumézil, destiné à établir des filiations imaginaires et à montrer l'unité, la spécificité de l'Europe. Dans un texte de 2004, il résume sa vision du monde, il dit ce que je n'ai cessé de combattre tout au long de ma vie se résume dans ce que j'ai appelé l'idéologie du même, en l'occurrence toutes les formes de pensée, religieuses ou laïques, qui ont eu pour visée ou pour effet d'effacer les différences. Donc on a là un anti-universalisme affirmé, qui se traduit alors en matière philosophique par un engagement nominaliste, il n'existe que les singularités, il n'y a pas d'universaux, et par son opposition à l'égalitarisme niveleur, hein, je pense au vocabulaire, au monothéisme également, évidemment à l'idéologie des droits de l'homme, etc. Bon, j'aurais beaucoup plus à dire là-dessus, mais si je veux véritablement être fidèle à ce que je me suis engagé à faire 30 minutes, je ne vais pas insister, sauf à dire que on voit aujourd'hui dans le paysage culturel, on voit des émanations, des réminiscences, j'allais dire, je fais un mot valise, de cette proposition-là, chez par exemple Michel Onfray, hein, qui a fondé une revue avec un titre qui s'appelle Le Front Populaire, hélas, c'est parfaitement indécent, mais qui est... Il l'avait fondé avant. Avant quoi? Avant le nouveau Front Populaire. Ah oui, oui. Après le vieux, mais... Ah mais Front Populaire, c'est une revue qu'il a fondée il y a quelques années. Hein. Oui, avant... Ah oui, pardon, je n'avais pas compris.
Nouveau Front Populaire, pardon. Et donc, collaborent à tout ça des gens qui viennent de la droite et de la gauche, enfin, gauche entre guillemets bien sûr, qui sont unis par d'abord un combat pour le souverainisme et par un mot d'ordre qui, à mon avis, est le marqueur le plus intéressant de la pensée réactionnaire aujourd'hui, la tyrannie des minorités. D'ailleurs, c'était le titre d'un numéro de Front Populaire, la tyrannie des minorités. Parmi les minorités tyranniques qui pouvaient mettre en cause l'identité nationale, il y avait les transgenres. Hein, on voit bien les transgenres ont une influence considérable et que c'est vrai que c'est très inquiétant. Alors, la deuxième occurrence d'anti-universalisme n'est pas toujours assumée, puisque parmi les auteurs, évidemment ici, je prends toutes mes précautions, il y a les auteurs décoloniaux qui se revendiquent souvent du pluriversalisme, je voudrais essayer de montrer qu'en réalité, en définitive, elle mobilise un argumentaire anti-universaliste. Il va de soi que ma critique ne concerne que ce point-là. Et ce qui signifie que je suis, du verbe suivre, sans réserve, la déconstruction de l'eurocentrisme qu'opèrent efficacement les grands auteurs décoloniaux, sans pour autant reconnaître à cette déconstruction une grande originalité, parce que je crois qu'on trouve le même mécanisme sans inconvénient majeur chez les post-coloniaux. Moi, je suis plus près de Fanon, de Césaire, de Clisson, de Saïd, de Memmi, de Spivak, de Jacques Rabarty et beaucoup d'autres, des sœurs Nardal également, qu'on oublie souvent, que des auteurs dits décoloniaux, parce que les auteurs décoloniaux ont tendance à considérer que la modernité tout entière est à rejeter, puisque modernité égale colonialité, c'est pas à vous que je l'apprends. Or, la modernité ne donne pas que du mauvais, puisque les récits émancipateurs produits par la modernité, celui des droits de l'homme, celui de la lutte des classes, ne me semblent pas devoir être jetés aux oubliettes. Alors, cette pensée décoloniale, je considère qu'elle est donc relativiste, et que le relativisme, du moins dans sa forme radicale, n'est pas tenable. L'idée fondamentale est que l'universalisme est par nature lié à l'hégémonie de l'Occident, dont il aurait donc érigé la particularité un modèle universel. Or, il me semble que lorsqu'on décrit l'universalisme comme local, incarné, ou plus fréquemment encore situé, c'est le penser dans le lien qu'il instaure avec la communauté, c'est donc l'assigner à ses conditions historiques d'apparition. C'est en quelque sorte douter, c'est ce que je crois, ça sera vraiment l'objet de débat, douter de l'égale applicabilité des concepts à toutes les situations et à toutes les régions du monde. Autrement dit, c'est nier, à mon sens, l'universalisme de la raison, l'universalisme du droit, l'universalisme de la science. Donc je pense que la confusion majeure de cette pensée-là, sur ce point encore une fois, est une déduction invalide, celle de l'impossibilité de l'objectivité du savoir et de la science, donc, du savoir de la science d'ailleurs essentiellement, en raison du fait de déduire que le sujet et la connaissance sont situés dans l'espace et le temps, bien parce que le sujet et la connaissance sont situés dans l'espace et le temps, il ne peut pas y avoir effectivement d'objectivité du savoir. Et ce n'est pas parce que je crois, nous reconnaissons que nos jugements tiennent leur forme d'une culture, d'une situation particulière, on ne pense pas à partir de rien, bien évidemment, que nous devrions renoncer à prétendre que ces jugements puissent être objectivement valides. On doit souhaiter que ce que l'on dénonce soit valide indépendamment des conditions d'énonciation, c'est-à-dire sans être lié à la personne que nous sommes. Défendre la valeur de la science, c'est affirmer celle de la vérité, conçue évidemment comme une quête infinie, non pas là présente, mais à découvrir, dans le rapport entre la science et l'histoire. La science et l'histoire, évidemment, ça se construit ça aussi, bien sûr. Donc refuser de considérer toute connaissance comme étant socialement construite. Pour les sociologues qui seraient là, je fais référence à l'ouvrage célèbre qui a marqué une génération, c'est l'ouvrage de Berger et Luckmann. La thèse majeure est parfaitement contenue dans le titre de cet ouvrage, qui est la construction sociale de la réalité. Moi, je suis opposé à cette idée-là, et je rejoins quelqu'un qui a discuté cette thèse du point de vue de la philosophie. D'ailleurs, à beaucoup d'égards, le débat, c'est un peu entre la sociologie, une certaine sociologie, et la philosophie, une certaine philosophie. Et le titre du livre de John Searle, c'est la construction de la réalité sociale. Donc évidemment, la réalité sociale, elle est construite, ça ne fait aucun doute là-dessus, mais toute la réalité n'est pas une construction sociale. Alors, c'est un point évidemment qu'on pourra discuter, mais je le répète, je pense que c'est un affrontement qui est un peu un affrontement disciplinaire entre sociologues et philosophes. Bon, il arrive à mon avis fréquemment que dans les écrits théoriques des auteurs décoloniaux, on se contente de mettre en avant les conditions historiques et sociales
de la production du savoir, la généalogie, dans une perspective donc totalement foucaldienne, et d'en déduire que la vérité est liée à des systèmes de pouvoir qui la produisent. Ce qui est perdu dans cette réduction, si vous voulez, de la vérité au système de pouvoir qui la produisent, condition sociale de son énonciation, ce qui est perdu, c'est la distinction, à mon avis, essentielle entre être tenu pour vrai et être vrai. Un exemple simple que j'emprunte à Jean-Jacques Rosa, qui a été un élève de Jacques Bouvresse, qui permet, à mon avis, de bien comprendre cette différence majeure entre être tenu pour vrai et être vrai. Je cite, « Si Dreyfus avait été soumis au régime de Lord Ali et dans ce système déclaré coupable, il n'en serait pas moins resté innocent. » Donc voilà, il aurait pu être tenu pour coupable, mais il n'était pas coupable. Alors, ne pas reconnaître cette différence entre être tenu pour vrai et être vrai conduit à définir la vérité comme ce qui est conforme à nos modèles culturels et, au fond, à disqualifier les notions de savoir, de fait, de raison. Et il me semble que la pérennité de la démocratie exige de ne pas réduire la vérité à la fiction, parce que si on va dans ce sens-là, il est bien évident qu'on n'a pas grand-chose à opposer aux vérités alternatives de Donald Trump. Donc les faits nous contraignent, et c'est bien d'eux que dépend la validité de nos énoncés. Bon, ce relativisme de la vérité, on parle de relativisme anétique, s'ajoute à ce relativisme-là un relativisme culturel, radical, dont, je crois, chacun peut comprendre qu'il n'est pas compatible avec l'universalisme. Je dirais, pour dire les choses assez simplement, que la reconnaissance légitime des différences ne doit pas conduire à les hypostasier. Revendiquer fièrement une incommensurable particularité, c'est en quelque sorte répéter l'attitude des premiers colons, qui, en présence d'être si différents d'eux, en n'ont conclu qu'ils n'étaient pas des humains, et qu'il n'y avait guère d'inconvénient à les massacrer ou à les esclavagiser. On serait alors emporté par une pente, à mon avis, tout à fait dommageable, sur laquelle le droit à différence deviendrait le droit à l'enfermement. Les cultures seraient incommensurables les unes aux autres. Donc les caractéristiques culturelles doivent, à mon sens, être appréhendées comme étant non substantielles, ce qui permet de saisir une différence que j'emprunte à Magali Besson entre ce que je suis, autrement dit, mes déterminations culturelles, sociales, politiques, et qui je suis, autrement dit, la singularité et la multiplicité des expériences que je compose pour en faire le récit. Entre ce que je suis, et ce que je suis déterminé, bien sûr, culturellement, socialement, politiquement, et qui je suis, qui est un être singulier. Donc la différentialité individuelle est quelque chose, à mon sens, tout à fait essentiel dans l'espèce humaine. Donc, je dirais que la nécessaire reconnaissance, évidemment, on sera tous d'accord, du préjudice subi, point essentiel, mais je le redis encore ici, volontairement écarté de la discussion d'aujourd'hui, ne doit pas conduire à l'essentialisme contre lequel les colonisés ont mené le combat. Essentialisme fut-il inversé. Dès lors, il est fondamental de concilier la reconnaissance de l'humanité des autres et l'universalisme. L'humanité des autres, c'est un titre que j'emprunte à un très bon philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ali Ben Maklouf, qui est une discussion extrêmement intéressante, notamment sur Montaigne, que je recommande. Donc, reconnaître l'humanité des autres, ça veut dire que la thèse qui lie, enfin ça ne veut pas dire ça, mais en tout cas je dirais que pour commencer cette reconnaissance de l'humanité des autres, il faut peut-être dire que la thèse qui lie par nature, j'insiste sur le par nature, l'universalisme à l'hégémonie. Quand je dis par nature, ça ne veut pas dire que je nie que l'universalisme n'est pas servi à l'hégémonie, bien évidemment. Ne résiste pas à l'examen des faits. Pourquoi ? Parce qu'au sein de cette Europe expansionniste, désireuse de coloniser pour civiliser, la fameuse mission civilisatrice, la critique de l'européocentrisme est née extrêmement tôt, chez déjà Bartolomé Las Casas. Mais je ne suis pas hispanisant. C'est lusitanisant. Oui, je sais bien, mais j'avais cru comprendre que vous parliez bien espagnol aussi. Je peux dire. Dans le temps même où la conquête s'est effectuée, s'est développée en Europe une réflexion qui en questionne la légitimité. La distance vis-à-vis des traitements réservés aux habitants des autres régions du monde se manifeste par exemple, je cite Ben Maklouf, par la honte de Gulliver de retour parmi les siens et par le plaidoyer de l'abbé Grégoire pour la littérature des nègres.
je cite, hein, mais c'est Ben Makouf qui parle d'Adenel, je sais que le mot est très contesté et à juste titre, mais en l'occurrence on ne peut pas transformer les citations. Il convient donc de distinguer fondamentalement, c'est vraiment le point essentiel de mon exposé, entre la prétention de l'Europe d'incarner l'universel et celle qu'il existe une universalité. Donc la nécessité d'être attentif à la pluralité des contextes n'implique aucunement de renoncer à transcender, si vous voulez, la pluralité en direction de l'universalité. L'universalité, c'est se diriger vers l'un. Et c'est vers l'anthropologie. Alors l'anthropologie est un mot polysémique, hein, équivoque, mais l'anthropologie entendue comme étude de la spécificité générique de l'homme, dans un sens fortement lévi-straussien, sachant que les variations ne sont que le matériau, et que ce qui compte pour l'anthropologue, c'est l'étude des mécanismes de la variabilité. Alors, je ne fais que citer Lévi-Strauss et un peu plus tard Hans Berber, mais je ne citerai pas le Hans Berber d'aujourd'hui, mais celui de l'époque. C'était une citation il a évoqué cette question-là dans un célèbre colloque à Royaumont sur l'unité de l'homme, ça va être en 1974, je me trompe peut-être sur la date, enfin, c'est très ancien. Et au fond, Lévi-Strauss, qui est d'ailleurs un grand admirateur de Rousseau, ne fait que suivre Rousseau, qui dans l'essai sur l'origine des langues, note que pour étudier l'homme, je cite de nouveau, il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Découvrir les propriétés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui ont le même nom sont réellement semblables. Et l'objectif de la science, à mon sens, c'est de montrer qu'il existe des lois réelles, quel que soit le nom que nous leur donnons, constantes, invariants, mécanismes généraux, impératifs transhistoriques, transculturels, et non seulement des uniformités accidentelles. C'est un point évidemment central de ma position. Je donne donc à l'anthropologie le rôle d'une science qui a pour objet de réussir à cerner et à expliquer les virtualités humaines, tandis de repérer, d'expliquer, si vous voulez, les champs de possibles susceptibles d'actualisation. Cette formule, j'emprunte à quelqu'un qui est assez peu connu encore, mais qui gagnerait à l'être, enfin il est mort, c'est Jean Becheler, qui a montré que la réalité humaine comprend 3 dimensions structurales, lesquelles existent en même temps, hein, dimensions qu'évoque Alexandre Esculier dans l'article qui est le plus difficile, je crois, de ce livre. Cet article s'appelle « L'unité plurale de l'espèce humaine ». Alors, cette idée d'unité plurale me semble très suggestive. Hein. Pour Esculier, l'humain se signale partout et toujours par la coprésence et la coévolution de ce qu'il appelle les 3 coordonnées fondamentales. Alors il a trouvé quelque chose d'extrêmement habile, GPS, GPS, 3 coordonnées fondamentales, 3 niveaux de réalité, que sont G, c'est le général à l'espèce, P, c'est les particularisations culturelles des groupes, et S, ce sont les singularités individuelles. Donc, ça me paraît très très heuristique de raisonner ainsi. Et ce qu'Esculier nomme culturalisme dogmatique, que moi j'ai appelé relativisme culturel radical, se heurte à une conséquence indésirable extrêmement forte. Le propre d'Homo sapiens disparaît alors derrière les cultures qui sont pensées comme intraduisibles les unes aux autres, comme incommensurables les unes aux autres. Et à nombreux égards, la contribution de Nassim El-Kabli dans ce livre également, je ne parlerai que de ces deux-là, après je dirai quelques mots encore pour justifier la mienne, c'est une réflexion sur ce qu'il appelle le commun anthropique, pour dire tout autant la différence anthropologique. La réflexion qui distingue l'universel en tant que principe d'unité, et je suis d'accord avec ça, d'ailleurs, on va en discuter, principe d'unité et sa traduction éthico-politique, qu'on peut appeler universalisme, qui ne se réfère à l'économie de conflits liée évidemment aux différentes façons de le comprendre. Et la conception que défend Nassim El-Kabli, conception que je dirais conception anthropologique de l'universel, est soumise précisément aux critiques de l'adversaire redoutable. Alors, de ce point de vue-là, Rousseau est un adversaire. Et il me semble, enfin, ceux qui ont lu l'article de Nassim le diront ou pas, qu'elle sort assez renforcée de cette confrontation avec Rousseau. Parce que les critiques actuelles, au fond, vis-à-vis de l'universalisme, ne sont pas très éloignées de celles de Rousseau, qui était très anticosmopolite. L'humanisme universel que défend El-Kabli ne consiste pas à faire fi des différences, des particularités, mais à les penser, et je le cite,
comme l'expression de la diversité humaine, et non comme autant de sources de valeurs qui se distingueraient, voire s'opposeraient les unes et les autres. Donc il est d'autant plus attentif, il s'est établi aux différences, que lorsque l'une d'elles fait l'objet d'une discrimination, il dit quelque chose que je crois essentiel et que je partage totalement, c'est précisément au nom de l'universel que nous réclamons protection et réparation. Alors, ma contribution dans cet ouvrage de la même perspective, est d'abord, je l'ai déjà annoncé, une critique de l'universalisme de surplomb, expression qu'a introduite Walser en 1989 et dont Esprit a traduit une partie de ces deux Tenor Lectures qu'il a donné à, je ne sais plus, c'était d'ailleurs Oxford, je crois, en 89, ça a été traduit par Esprit en 92, par le titre tout simple, Les deux universalismes, et il attire l'attention précisément sur le caractère incertain quant à ses effets d'un universalisme donc, qui critique, qui est le judaïsme des temps prophétiques, dit-il, qui se proposerait de servir de lumière pour les nations. Et ce qu'il nous dit, je crois, c'est que les fondements du colonialisme sont, les raisons de son refus en même temps, sont énoncées très sobrement par Walser. Il dit « Les serviteurs de Dieu se tiennent au centre de l'histoire, tandis que les histoires des autres sont autant de chroniques de l'ignorance et de conflits dépourvus de sens. » C'est tout à fait ça, l'universalisme de surplomb. On trouve d'ailleurs un aspect de cet universalisme de surplomb dans la pensée d'Emmanuel Lévinas. Il poursuit rien de significatif au regard de l'histoire du monde ne leur arrivera jamais, sauf dans la mesure où ils s'approchent et se mêlent au courant dominant. Pas de salut en dehors de se plier au courant dominant. Et l'idée extrêmement courante de l'existence de peuples sans histoire est contenue dans cette vision, je crois, fondée sur l'idée que les doctrines et les lois et les dominants seront un jour universellement acceptées. C'est au nom de cela que la colonisation a été menée. Donc cette conception est tout à fait congruente avec l'esprit du colonialisme, et Walser oppose à cela, avec le droit bonheur, l'universalisme réitératif. Alors la réitération est un mot qu'il définit, qui me semble devoir l'être, parce que ça peut y mettre beaucoup de choses, mais pour lui c'est un travail infini de mise en relation, je le cite, une activité constante et disputée, dans laquelle nous nous engageons en vivant en paix avec les autres acteurs. Il voit en la réitération la plus grande exigence de la morale et donc le principe central de tout universalisme. Ça, c'est lui qui a dit. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, au lieu d'un universalisme fondé sur l'injonction et qui présuppose l'universalité, Walser propose un instrument critique, donc un universalisme critique en quelque sorte, qui nous prémunit contre la tentation de faire d'un modèle européen en l'occurrence la vérité de l'histoire. Thématique qui a été développée ensuite, un peu plus tard, par Jacques Goody, dans un ouvrage dont le titre va me revenir, qui est Le vol de l'histoire, je crois, c'était en 2006, comment l'Europe a imposé le récit, je l'ai retrouvé, le récit de son passé au reste du monde. Donc, ça me paraît extrêmement précieux de rappeler tout ça. Donc un universalisme critique, celui auquel j'adhère, ne consiste pas à faire fi des différences et des particularités, mais à les conceptualiser comme étant, en quelque sorte, internes à l'unité fondamentale, substantive, de tous les êtres humains. Je conclus cet exposé, j'aurai, je crois, tenu le délai, il me reste encore 3 minutes. Oui. Même plus, à moins que ma montre retard, mais 3 minutes c'est très bien. Bon. Peut-être que je vais faire 4. Donc je conclus sur l'aspect de ma défense qui peut peut-être être le moins consensuel, en tout cas du point de vue des praticiens des sciences sociales. Il consiste à affirmer donc que l'universel fait partie du monde dans lequel nous sommes. Donc je fais l'universel une catégorie épistémique. Ça veut dire quoi faire l'universel une catégorie épistémique? Ça veut dire que contrairement à l'opinion extrêmement répandue, on renvoie au débat Berger-Luckmann d'un côté, Searle de l'autre, l'opinion répandue c'est que nous créons des valeurs. Moi je pense que nous ne les créons pas, je pense que nous les découvrons, je le répète, dans le rapport entre la science et l'histoire, de la même façon que le vote par lequel un droit humain est créé, est promulgué, manifeste son universalité, mais ne la crée pas. On dit,
C'est une opération de découverte et non pas de création. Et c'est un débat qui parcourt toute l'histoire de la philosophie. On peut le résumer assez sommairement et avec vraiment moult précautions dans l'opposition entre la thèse cartésienne de la création des vérités éternelles, que je combats donc, pour me ranger avec celle de Leibniz qui fonde ces vérités éternelles. Alors évidemment, on peut, je crois, ne pas suivre Leibniz sur le fait de le fonder dans l'entendement divin. Il ne me paraît pas nécessaire d'aller jusque-là pour être leibnizien, en quelque sorte. Il dit, Leibniz, je crois que les vérités d'intelligence sont universelles. L'intelligence, ça veut dire compréhension de lecture du monde. Et que ce qui est vrai là-dessus l'est aussi pour les anges et pour Dieu même. Ces vérités éternelles, dit-il, sont le point fixe et immuable sur lequel tout roule. Mon choix en faveur de Leibniz, donc, je peux le justifier d'une façon toute simple. Si tout relevait une institution, les lois, les valeurs, les normes, les notions de vérité ou celles de bien deviendraient flexibles, autrement dit, seraient sans consistance. Comment alors pourrions-nous justifier nos choix, et notamment notre choix en faveur de la démocratie? C'est ça la question que je pose, donc fondamentalement. Comment, sans cela, justifier des choix politiques? Donc je crois encore une fois que, contrairement à la vulgate humienne, encore une fois pas à Hume lui-même, le passage de l'être, ce que nous sommes, à ce que nous devons faire, est un passage non seulement possible, mais nécessaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que j'ai pas votre culture philosophique, mais j'espère que vous dans la salle vous avez tout compris. Non mais c'était super. En fin de plan, vous avez parlé 25 minutes pour moi. Ah bon? Donc vous avez commencé à moins le quart. Ouais, mais il est même pas. Enfin, pour moi, il est 15. Pour moi, vous avez commencé à moins 10 et il est 15. C'est pas grave. Voilà, c'est très bien. Parler de droit. Alors, non, mais vous avez quand même dit tellement de choses que ça va me simplifier le problème. Donc je vais parler un petit peu maintenant, puis après, comme d'habitude, on va prendre les questions, les remarques, les critiques, tout ce qui viendra de la salle. J'ai une seule question sur la critique du... Donc vous allez répondre au fur et à mesure. Hein. J'ai une seule question sur la structure du bouquin. Après l'avoir lu, après avoir refermé les dernières pages, je me suis demandé si vous aviez conçu les 3 parties à l'avance, ou si, ayant fait, je suppose, un appel à communication issu d'un colloque, vous avez reçu des contributions et puis vous les avez classées petit à petit dans ces 3 parties. Deuxième solution. D'accord, la question est répondue. Ça m'a semblé un peu, parce que bien sûr j'ai quand même eu l'impression, mais c'est pas si net, et vous semblez avoir dit le contraire, que de la première à la 3e partie, on allait du moins critique de l'universalisme au plus critique de l'universalisme. Non, en vrai, la première partie, elle est un peu bâtarde dans cette opposition, la sur le dernier article. Oui, bien sûr. Je sais plus quel c'est. Lequel est-ce? C'est celui de Stéphane Bufford. Ah oui, d'accord. Ah oui, qui a été mis en tout dernier, même si le bouquin n'a pas de conclusion. Mais enfin, le fait de mettre un article en dernier, j'en reparlerai tout à l'heure. Dans l'introduction générale, vous commencez donc à 4 mains ou à 2 mains et demie, je ne sais pas, par un constat très fort. Je vous cite. L'histoire témoigne de l'équivocité de la revendication universaliste, souvent fondée sur la confusion entre l'universel et l'uniforme. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Et ça m'a vraiment semblé que... Mais il m'a semblé que cette confusion était parfois reproduite dans certains chapitres, y compris dans celui de Stéphane Bufford, et même parfois dans l'introduction. Par exemple, à un moment donné, vous dites, page 11, « L'une des erreurs fondamentales que commettent la plupart de ceux qui tendent à relativiser l'universalisme est de vouloir contraindre à choisir entre l'universel et la pluralité, alors qu'au lieu de disjoindre, il nous faut conjuguer. Oui. Et moi, je considère que cette opposition, telle qu'elle est écrite là, entre universel et pluraliste, reproduit la confusion, puisque conjuguer universel et pluralité, ça signifie que l'universel n'est pas pluraliste. Or, pour moi... C'est ça que je dis. Je relis. Ça paraît contradictoire. Page 11. L'une des erreurs fondamentales que commettent la plupart de ceux qui tendent à relativiser l'universalisme est de vouloir contraindre à choisir entre l'universel et la pluralité, alors qu'au lieu de disjoindre, il nous faut conjuguer. L'universel et la particularité,
Évidemment, je voulais dire universel et particulier. Oui, bien sûr. C'est écrit pluralité. Page 11, oui, non, mais il faut que je rectifie. Je veux bien vérifier parce que ça me surprend. Il faudrait que je prenne mon exemple. Non, mais je regarde. Je prends mon regard parce que j'ai souligné. Je sais pas, l'exemplaire qui est écramé là. Je dis ça. Moi, ce que j'ai lu, ça m'a pas semblé. Non, mais parce que dans ma conception. Oui, d'accord, mais pluralité ici, d'accord. Dans ma conception de l'universalisme, j'ai l'impression que nous sommes d'accord. On pourrait être en désaccord, il n'y a aucun problème, mais n'importe où nous sommes d'accord. L'universalisme, c'est justement la reconnaissance des communs au sein de l'humanité. Oui, et donc, l'universalisme, tel que je le ressens, pas sur plan banque, etc., il inclut déjà la pluralité. Bon, c'était juste pour vous. Oui, on est d'accord. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Je pourrais juste expliquer pourquoi j'ai dit ça. Oui, bon, là ça suffit, je vais sauter des questions comme vous avez été très précis. Ensuite, la dernière phrase de l'introduction générale dit ceci. Réfléchir sur l'horizon d'émancipation n'est réellement envisageable que si nous élargissons le spectre géographique et culturel des sources de discussion au lieu de nous contenter de nos références habituelles ou pire de refuser tout débat sur l'universel à partir de prises de position politiques sur l'universalisme républicain. Alors, il y a un seul mot qui m'a gêné dans cette longue phrase, qui est la conclusion de l'introduction, c'est le mot républicain. Car en fait, cet universalisme-là, selon moi, tel que je comprends les choses, n'est ni universaliste ni républicain. Ne faudrait-il pas dire franco-jacobin, ou nationaliste français, ou ethniciste français, parce que l'acceptation de l'usage du mot républicain pour désigner une idéologie nationaliste me gêne. Mais vous avez tout à fait raison là aussi, bien sûr. J'aurais dû mettre des guillemets. Il y aura une deuxième édition, alors. Non, mais sur le premier point, je sais pourquoi. Mais sur celui-ci, qui est un point extrêmement important, parce que je ne cesse de ferrailler contre des gens qui se proclament universalistes au nom de la République, et notamment sur la question de la laïcité. Ce sont des gens qui sont extrêmement, je dirais, hargneux. Ils prétendent incarner la seule conception universaliste, telle le républicanisme à la française. Et j'oppose le républicanisme à la française dans de nombreux textes, un républicanisme qu'on peut appeler critique, que j'emprunte à la traduction anglo-saxonne, notamment à Philippe Petit ou à Cécile Laborde, qui, bien que française, travaille et écrit à Oxford. Mais encore une fois, l'universalisme républicain, à la française, c'est un oxymore. Enfin, il est évident que, dans son contenu, c'est un oxymore, parce qu'il prétend effectivement que la façon, il y a en quelque sorte une conjugaison, une juxtaposition entre la France et l'universalisme. La France incarne l'universalisme. Ce que dit Balibar dans son texte. Critiquement. Ouais, bien sûr. Donc on est parfaitement. Voilà, nous sommes bien d'accord. Moi je parle souvent de communautarisme national pour renverser l'usage du terme communautarisme. En France, le communautarisme le plus dangereux, c'est le communautarisme français. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors ensuite, c'est compliqué parce que le bouquin n'est pas une anthologie, mais c'est quand même un bouquin extrêmement pluraliste. Donc il m'est difficile de poser des questions à Alain sur des textes qu'il n'a pas écrits. Je vais le faire quand même, forcément, sinon j'arrête tout de suite. Je les ai tous lus. Voilà. Voilà. Et donc je ne vais pas parler des 15 articles, ça ne serait pas possible et très ennuyeux, je vais parler seulement de certains articles. Donc dans la première partie, le chapitre d'Alexandre Escudier, que vous avez cité tout à l'heure, sur l'unité plurale de l'espèce humaine, moi j'ai souligné fortement la constatation suivante sur le critique à l'universalisme. Il dit « Tout se passe comme si nous avions affaire, non pas à plusieurs développements culturels d'une même espèce, mais à plusieurs humanités radicalement différentes. » Donc c'est toute la question de savoir si l'universalisme peut inclure des différences qui ne sont pas radicales, ou s'il y a des différences radicales entre les sociétés qui ne peuvent ni être traduites, et donc le travail effectivement de l'anthropologue, c'est simplement de collectionner les diversités humaines. Ça, je l'ai un peu répondu. Absolument, absolument. Le dernier chapitre de la première partie, c'est le vôtre, qui m'a donné un peu du fil à retordre. Moi, j'ai toujours du mal avec les philosophes. Je suis désolé, mais parce que voilà. L'universalisme a-t-il des fondements anthropologiques? Et vous posez dès les premières lignes une question qui me plaît bien, qui est, page 67, et si, malgré leurs évidentes dissemblances, les humains étaient fondamentalement les mêmes? D'ailleurs, je suis en train de lire le livre de Frédéric Chaube, qui est « Nous avons tous la même histoire ». Jean-Frédéric Chaube, nous avons tous la même histoire. Excellent. Voilà. Et qui me rappelle un peu le livre de Lilti que nous avons étudié l'année dernière, présidé par Silver, qui
qui a dû s'en aller. Le bouquin d'historien, quoi. Hein. Oui. Et un grand spécialiste de la race. Voilà, et il précise, oui, il avait publié, il a fait une histoire politique de la race. Il a une histoire politique de la race. Si mes souvenirs sont bons, il y a 10 ans à peu près. Et le livre dans l'actualité, c'est quoi? Histoire politique de la race. De Jean-Frédéric Chaud. Oui, pardon. Celui qui citait, c'était pas celui-là. Nous avons tous la même histoire. Ah oui, nous avons, celui qui a sorti il y a un an, c'est Nous avons tous la même histoire. L'identité en question. Je trouve que le sous-titre n'est pas très bien, mais en tout cas, voilà, le titre. Voilà. Et il précise dès la page suivante sa question. Nombreux sont ceux qui se limitent au contrat de l'extrême diversité des façons d'être humain. Dès lors, l'universel nécessite une incarnation politique par laquelle il devient une norme, par exemple dans les déclarations universelles des droits. L'universalisme est alors la pensée éthico-politique qui, sur le fondement de l'anthropologie, se propose de transcender les différences dans l'idée d'humanité. Alors, ici, j'ai eu l'impression que la problématique était inversée. Parce que la plupart, on a beaucoup de gens qui refusent l'universalisme, mais qui acceptent l'universel. Et là, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, qu'ils considèrent qu'il ne peut pas y avoir d'universel s'il n'y a pas d'universalisme, s'il n'y a pas cette transcendance éthico-politique. Ben, c'est pas ce que je veux dire. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que le terme, l'universalisme, s'est incarné dans différentes traditions nationales de multiples façons. Et il a servi, c'est ce par quoi j'ai commencé, les causes les plus douteuses. Je veux dire simplement que la notion universelle n'est pas soluble dans l'échec politique, voire éthique, des différentes revendications d'universalisme. Mais évidemment, quand on pense que comme moi, je pense que l'universel existe réellement comme catégorie glycémique, qui fait partie de l'ameublement du monde, disent les philosophes, il doit avoir une traduction politique. Et donc ce à quoi je n'ai pas renoncé, après bien d'autres, bien plus célèbres et bien plus importants que moi, c'est un universalisme pour notre temps. C'est ça l'idée, un universalisme qui soit réellement un horizon d'émancipation. C'est-à-dire qui est balayé devant sa porte, qui est fait l'inventaire des causes et des conséquences de ce qui s'est réclamé de l'universalisme, l'édition cisatrice de l'Occident, c'est-à-dire faire le bilan de la colonisation, et il n'y a absolument, à mon sens, rien à sauver. Absolument rien, il y a des gens qui ont des positions nuancées, mais moi, pour moi, il n'y a rien à sauver de la colonisation. Et quand on a fait ce bilan-là... Des aspects positifs? Non, je ne le crois pas. Sarkozy, oui, mais moi, non. Et donc, quand on a fait ce bilan-là, il est possible de ne pas s'arrêter à dire, bon, finalement, il faut renoncer. Non, je crois qu'on ne peut pas renoncer parce que, quand je parle de catégorie glycémique, c'est au sens qu'ancien du terme. Je pense que l'universel est une catégorie d'entendement. C'est-à-dire que je pense que l'homme est un animal qui catégorise. C'est-à-dire que nous observons la réalité. Elle est plurielle, elle est diverse. C'est-à-dire le mot diversité, que j'aurais dû dire plutôt pluralité. Mais enfin, c'était ça que je voulais dire, la diversité. La réalité empirique est diverse, mais derrière la diversité, nous recherchons des invariants. Nous recherchons des lois. Nous recherchons des généralités. Les mots ne sont pas équivalents pour autant, hein. Mais c'est l'esprit humain qui fonctionne comme ça. Et je crois que l'esprit humain, et là je pense que nous serons d'accord, il fonctionne partout de la même façon, fondamentalement. Voilà. D'ailleurs, je précise tout de suite que quand vous allez lire l'ouvrage, à un moment donné, au début ça m'a choqué, puis après je crois que j'ai compris, vous parlez de nature de l'humanité. Vous ne parlez pas de nature de l'homme, vous parlez de nature de l'humanité, ce qui n'est pas pareil. La nature de l'homme, c'est un mot qu'il faut éviter, bien sûr pour des tas de raisons politiques. Mais la nature humaine, c'est quelque chose qui est extrêmement... qui a mauvaise presse, hein, parce que c'est au nom de la nature humaine qu'on exclut des gens de l'humanité. Bien sûr, bien sûr. Mais dans le sens dans lequel je l'utilise, ça ne me paraît pas un concept qu'on doit condamner. On n'a pas forcément besoin d'avoir recours à ça. Certains auteurs dont je suis proche parlent de conditions humaines pour dire des choses exactement équivalentes à ce que je dis. D'accord, je comprends. Mais je ne refuse pas de parler de nature humaine parce que je crois que si moi je me souviens, je suis passé du CAPES il y a bien longtemps de sciences économiques et sociales, dans le train de retour du concours, j'habitais Limoges, je l'ai passé à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui est assez oublié mais qui est un biologiste qui avait réactionnaire, enfin célèbre malgré tout, qui s'appelait Pierre-Paul Grasset. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans le train, on a discuté
visiblement, il était content de discuter avec quelqu'un de jeune à l'époque. Il était assez âgé, lui, et il n'avait pas très envie de discuter avec sa femme, visiblement. Et donc, on a parlé assez longuement, mais il m'a dit à un moment, mais pourquoi voulez-vous que de tous les animaux, l'homme ne soit le seul à ne pas avoir de nature? C'est dans ce sens-là, si vous voulez. C'est pas du tout... La nature humaine, elle est évidemment pour tous les humains. C'est-à-dire qu'elle ne sert pas à exclure qui que ce soit de l'humanité. Alors, dans le débat actuel sur spécisme, antispécisme, c'est vrai que le mot de nature humaine est souvent utilisé péjorativement. Il n'est pas indispensable, mais moi je ne vois pas de raison majeure de s'en passer pour autant. D'accord. Je vais un peu... Nous ne sommes pas des animaux exactement comme les autres, pas plus que les tigres ne sont des animaux comme les autres. Chaque animal a sa spécificité, et renoncer à trouver la spécificité humaine, la spécificité n'est pas supériorité. On peut très bien avoir une pensée non hégémonique, mais considérer qu'il y a des particularités. D'ailleurs, puisque nous sommes dans un centre d'études africaines, je rappelle que le mot africain Muntu, ou Bantu au pluriel, veut dire l'être humain, parce qu'avant l'arrivée des colons blancs, la seule grande différence qu'il y avait dans les sociétés africaines, c'était la différence entre l'être humain et les animaux. Bien sûr. Et donc, Muntu veut dire l'être humain. Et ça ne veut pas dire autre chose. Il y a un autre terme, si vous me parlez de ça, c'est un autre terme que Souleymane Bachir Diagne, qui est un ami très proche, utilise, c'est le terme d'Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire faire humanité ensemble. Oui, bah, c'est la même racine. C'est la même, absolument, c'est pour ça que j'y pense. Ce qui est au fondement de des philosophies africaines. Mais j'ai quand même trifouillé un petit peu la question. J'ai quand même... Muntu, c'est au singulier, et le pluriel, c'est Bantu. Ubuntu, c'est U-B-U-N. Et donc, mais sauf qu'aujourd'hui, Bantu a pris le sens d'une famille de civilisations africaines. Alors qu'au départ, même dans les civilisations qu'on dit Bantu, Bantu veut dire l'être humain, ou l'humanité. Ça ne veut pas dire un peuple spécifique. Voilà. Un tout petit peu fouillé quand même. À un moment donné, page 76, vous écrivez... C'est moi qui écris? Oui. Il faut éviter les inconvénients décisifs du constructivisme, à savoir réduire l'humain à un produit socioculturel, et ceux de l'innéisme, à savoir ignorer le poids de l'histoire. Dans cette perspective, l'universalisme dessine l'horizon de ce que l'humanité doit accomplir pour être fidèle à sa nature. Voilà, l'humanité doit être fidèle à sa nature. Et alors moi je précise ici, comme bon je ne peux pas détailler, mais donc vous ne parlez pas de nature de l'homme mais de nature de l'humanité, mais moi, qui suis résolument constructiviste, personne n'est parfait, je ne vois pas la difficulté. L'humain est un produit socioculturel à partir de sa condition naturelle d'humain. Pouvez-vous me contredire? Ça dépend ce qu'on met derrière les mots. Dire que c'est un produit socioculturel, ça veut dire aussi qu'il est malléable à l'infini. Or, tout n'est pas observable dans l'humanité. C'est-à-dire qu'on a beau dire, il y a des structures qui ne sont pas pensables dans les sociétés humaines, qui ne sont pas avérées, mais non seulement ne sont pas avérées, mais ne sont pas pensables. Et si on pense évidemment comme ça, on ne peut pas être constructiviste, parce que le constructiviste, il considère au fond, on peut tout construire. Il n'y a pas simplement les structures sociales qui sont construites. La race, c'est une construction sociale, bien évidemment, puisque ce n'est pas une catégorie qui existe dans le réel, mais on ne peut pas réduire la réalité à une construction, sans quoi elle ne nous contraindrait pas, en quelque sorte. Il y a la réalité de la perception sociale. Bien sûr, tout court. Bien sûr. Mais si vous voulez, moi je suis tout à fait anti-protagoracien, si vous voulez. Protagoras dit l'homme est la mesure de toute chose. Moi, ma position est une position d'extrême modestie, si vous voulez. Je crois que l'homme n'est pas la mesure de toute chose. C'est-à-dire que je suis réaliste au point de vue épistémologique, réaliste au point de vue moral aussi d'ailleurs, d'un autre sujet. Ça veut dire simplement que nous ne pouvons pas plier la réalité à notre bon vouloir, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et les régimes politiques... Non, on est en train de faire n'importe quoi. Alors ça c'est sûr, mais c'est un autre sujet. Mais les régimes politiques qui ont eu, comme le totalitarisme, le nazisme ou le stalinisme, l'ambition de transformer l'homme ont échoué lamentablement. On ne peut pas... Nouveau. Donc l'homme n'est pas malléable à l'infini. Et ces positions qu'un auteur progressiste, critiqué scientifiquement par d'autres, mais qui est progressiste incontestablement comme Chomsky, a expliqué de façon radicale, notamment dans sa théorie générative du langage. L'opposition que nous avons là est une position entre ceux qui pensent que nous apprenons en écoutant, et que finalement le langage s'acquiert par l'écoute, et la position chomskienne, la grammaire générative, qui considère qu'il y a... Le terme que j'utilise n'est pas un terme nécessairement incontestable, mais il y a un module du langage qui est déjà là, et nous générons des phrases à partir de ce que nous entendons,
mais nous générons infiniment plus de phrases que celles que nous avons entendues. Autrement dit, on ne peut pas résumer la capacité de langage de l'homme par un point de vue constructiviste, constructionniste, comme vous voulez, qui consiste à dire et il ne réagit qu'à ce qu'il entend. Ça n'est pas vrai. Nous produisons bien plus. Vous voyez, ça, c'est pour moi un argument fort, un argument type inéiste, c'est vrai, mais un inéisme qui demande une actualisation. Parce que, pensons à l'enfant sauvage. L'enfant sauvage ne parvient pas à parler de façon convenable une langue parce qu'il y a des périodes sensibles d'apprentissage du langage. C'est-à-dire que si vous avez été isolé et n'a entendu aucun son humain pendant 3, 4 ou 5 ans, je ne sais pas exactement le terme qu'il faut dire, c'est une notion qu'on doit dire. Lemberg dit qu'il y a des périodes. Si c'est passé, les périodes sensibles sont passées, on n'apprend plus la langue. Donc, si c'était une pure construction, si on pouvait faire de nous des purs produits socioculturels, des gens malléables à l'infini, on n'observerait pas ces résultats. Voilà. Mais encore une fois, j'ai du produit socioculturel à partir de sa nature humaine. Bah oui, mais alors, je pense que c'est un oxymore. Parce que nous sommes effectivement déterminés culturellement, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais les déterminations culturelles ne sont pas le déterminisme, c'est ça la différence. Ah non, je n'ai pas dit qu'il y avait du déterminisme. Bon, alors on est d'accord. On est d'accord. Mais pas constructiviste, vraiment. Alors ensuite, on passe à la deuxième partie, dont le titre est « L'universalisme peut-il ou doit-il être situé ?» Et alors avant même de lire les articles qui sont inclus dans ce chapitre, j'avais commencé à crarouiller sur la page, et j'avais écrit, je lis ce que j'ai écrit au crayon sur le bouquin, mon exemplaire, « L'universalisme est situé dans la mesure où il est porté par des humains situés, mais en tant qu'objectif politique, l'universalisme concret doit tendre à ne pas l'être ou à être multisitué puisqu'il s'appuie sur les communs de toute la diversité humaine. » Est-ce que ça vous dirait ça? Oui, mais le mot situé est un mot aussi qu'il faut définir, parce qu'évidemment, quand on dit situé, on est dans des situations. Voilà. Incontestablement, on ne peut pas penser en dehors de situations précises qui font qu'on parle en tant qu'homme, éventuellement homme blanc de plus de 50 ans, etc. Tout ce qu'on peut dire de banalité là-dessus. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer. On est évidemment pluridéterminé. C'est-à-dire que notre identité, nos appartenances ne se réduisent pas à une seule dimension. C'est précisément quand on veut la réduire à une seule dimension qu'on rentre dans des positions qui politiquement peuvent être extrêmement dangereuses, puisque si on est uniquement un homme, uniquement une femme, uniquement un blanc, uniquement un noir, uniquement un arabe, etc., on n'est plus grand-chose. Ça me rappelle Devreux, le psychiatre Devreux, qui disait quand on est plus que, on est prêt à être mort. Alors là, écoutez, c'est très rare, je vous le dis, que quelqu'un cite Devreux. Devreux est mon maître. D'accord. Devreux, je l'ai rencontré il y a bien longtemps. Il est insupportable comme individu, hein. Misogyne, il y a beaucoup de points négatifs. Hein. Mais c'est une œuvre fondamentale, effectivement, hein, notamment ethnopsychanalyse complémentariste, traité d'ethnopsychiatrie générale. Justement, pour lui, et c'est en cela que je suis l'élève de Devreux, c'est que pour lui, la culture avec un grand C ne se réduit pas aux cultures. Autrement dit, on regarde les différences pour découvrir les propriétés. Il est profondément anthropologue. Et il a été trahi, et je me suis battu dans la presse il y a longtemps avec ses héritiers, certains de ses héritiers qui se réclamaient de lui en transformant sa pensée universaliste en pensée culturaliste. Je pense à Tobin-Nathan. Alors ensuite, je passe à d'autres textes, donc Étienne Balibar, que nous avions invité ici en 1995, pour son livre qu'il avait écrit avec Emmanuel Bernstein, qui était venu aussi sur ethnie, nation, race. Voilà, c'était très intéressant, on est toujours resté en contact après, même s'il n'est jamais revenu, en tout cas on ne s'est jamais rencontré de nouveau. Alors Balibar, il tape très fort dès le début dans son texte. Il considère comme dérisoire la proclamation quasi officielle de la France comme patrie de l'universel, lieu privilégié de son énonciation et de sa transmission, et l'exclusion corrélative du droit d'avoir des droits pour ceux qui ne font pas allégeance à cette idée. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas cette situation, ce sont les médiations par lesquelles une formation sociale particulière devient une nation universelle, entre guillemets, le pays universel, entre guillemets. C'est son rapport avec la forme État. Alors, ça m'a beaucoup plu. Donc Balibar parle de la construction de l'universalisme par la négation de la négation. Par exemple, si l'État qui se dit universaliste nie ma particularité,
je vais nier cette négation et donc faire éclater la contradiction et donc le manque d'universalité de l'universalisme lui-même. Alors ce qui me gêne, c'est toujours la même chose. Pourquoi il dit encore que c'est l'universalisme? Alors, il dit après... Enfin non, c'est pas la peine, vas-y, allez-y, répondez. Répondez pour lui. Oui, c'est ça, le problème c'est que je suis en désaccord avec Balibar, on ne peut pas vraiment le défendre. On a eu un débat à Strasbourg aussi il y a quelques années. Enfin bon, peu importe, mais Balibar est tout à fait estimable, c'est un type que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il a tendance à considérer que l'universalisme se réduit à l'hégémonie. Mais la critique qu'il fait de l'universalisme français, je la partage entièrement. Mais oui, c'est ça qui est étonnant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le racisme de l'universalisme pour lui, si vous voulez. Et cette formulation est extrêmement ambiguë. Et moi, je ne dirais pas ça, parce que comme j'ai une vision positive de l'universalisme, tel que nous l'avons évoqué, je ne dirais pas que le racisme, qui est la négation de la nature commune des humains, puisse être un universalisme. Et lui, il n'hésite pas à le dire. Je pense que... il ne dit pas comme ça dans son texte quand même. Non, mais il y a des textes qui le disent. Ouais. Je pense qu'il a tendance à considérer que la façon dont l'universalisme a été imposé dans le processus de colonisation l'invalide totalement, et il ne se reconnaît pas comme universaliste, mais il dialogue avec l'universalisme, parce que mardi soir, au Quai Branly, Souleymane Bachir-Diagne présentait son dernier ouvrage, qui s'appelle Universalisé, dont j'ai fait une critique qui doit apparaître incessamment, dans La vie des idées. Ça vient de paraître. Oui, il est paru le 18 septembre. Hein. Universalisé comme un... Universalisé. Comme un ER. Et il a dialogué avec Balibar, et ça s'est très bien passé. Il y a une possibilité pour Balibar d'entendre des arguments de penseurs qui sont des penseurs universels, qui ne soient pas des penseurs réactionnaires, qui ne justifient pas tout au nom de l'universalisme. Et ça veut dire qu'il faut qu'on invite Souleymane l'an prochain. Alors, cette année, toutes les cas sont déjà remplis. C'est dommage, parce qu'il est à Paris. Il vient souvent à Paris quand même. Oui, mais il prendra moins de soin parce qu'il prend sa retraite. Donc il sera à Dakar. Justement, il aura du temps. Ah oui, le problème de la retraite, je suis bien placé pour le savoir, c'est qu'on a plus de mal à trouver des financements. Bon. Non, mais lui, il n'y a pas de problème. Je continue. Bien moins connu. Comme on est un centre d'études africaines, évidemment, moi je me suis intéressé beaucoup au texte de Jean-Pierre Olivier de Sardan, et qui ne peut qu'interpeller Donc c'est le deuxième chapitre de la deuxième partie, le titre c'est Universalisme idéologique et illusion universaliste face au contexte africain. Alors, Sardan, il reprend sa fameuse revanche des contextes. Je crois me rappeler que c'est le titre d'un de ses bouquins, il est venu faire un séminaire là-dessus. Et en fait, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce chapitre, tant il me convient et qu'il me parle, si ce n'est que... je vais être méchant, mais s'il y a un seul article en tant qu'étudiant d'études africaines que vous devez lire dans ce bouquin, c'est celui-là. Le mieux, c'est de lire tout le bouquin. Hein. Mais pour les études africaines, c'est vraiment ce bouquin. C'est très très bien. Et j'ai un peu toujours le même problème. C'est qu'il montre dans cet article comment des injonctions qui se disent universalistes, il ne faut pas faire le mariage prématuré, il ne faut pas faire l'excision, il faut pas faire la corruption, toutes des choses avec lesquelles nous sommes bien d'accord, et avec lesquelles de nombreux Africains peuvent être d'accord, finissent par être pratiquées d'une telle manière qu'elles sont ressenties comme une morale impérialiste. Où ils critiquent ça. C'est la mise en place du universalisme de surplomb. Absolument. Sauf que, une fois de plus, il dit universalisme idéologique. Et franchement, c'est toujours un peu la même chose qui m'a... Enfin, pourquoi ne dit-il pas que cette politique est tout sauf universaliste? Par exemple, quand un pays impérialiste intervient dans un pays tiers, le droit d'ingérence, au nom de la démocratie, ceux qui sont contre cette intervention ne vont pas dire « Ah, ce pays intervient au nom de l'idéologie démocratique ». Ils vont dire que c'est l'impérialisme. Bon, pourquoi on est encore obligé de dire l'universel? Je ne sais pas si vous en avez discuté quand vous avez connu les va-et-vient entre les deux éditeurs, co-éditeurs, vous et Stéphane Dufoy et les auteurs. Comment se fait-il que ça revienne? Pour moi, je ressens ça, j'ai employé un mot un peu dur, mais je ressens ça un peu comme une capitulation devant ce que moi j'appelle l'universalisme abstrait. Bon, enfin, moi je suis démocrate, ça veut dire que ce qu'ils ont écrit n'a pas été retouché. Hein, retouché, ils font ce qu'ils veulent, mais j'imagine on a discuté, bien sûr. C'est pas des actes. Mais la discussion n'était pas exigence de se soumettre à quoi que ce soit. Mais Jean-Pierre Olivier de Sardan dit des choses très importantes dans les articles d'AOC notamment sur l'imposition de la démocratie, évidemment. On est d'accord avec le fait que certaines... Alors on ne peut pas ne considérer que toutes les pratiques culturelles
sont équivalentes. Bien sûr. Et dès l'instant où on a une idéologie qui est celle, idéologie au sens noble du terme, pas marxiste, une idéologie qui est celle des droits de l'homme, on peut considérer qu'au nom de l'universalité des droits de l'homme, certaines pratiques culturelles doivent être mises en question, voire combattues. Mais la façon dont nous les combattons, parfois, dit Jean-Pierre Olivier de Sarlan, est contre-productive. C'est-à-dire que nous cherchons à imposer des choses qui doivent évidemment être de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et là-dessus, c'est une propédeutique à laquelle, évidemment, j'adhère totalement. Maintenant, l'usage du mot universalisme pour désigner ça, c'est assez compréhensible, parce que c'est de l'universalisme que se réclament ceux qui font ça. Nous avons des valeurs universelles, et c'est au nom de ces valeurs universelles que nous imposons. Donc dire que c'est un universalisme de pacotille, c'est incontestable, mais néanmoins, il se réclame de l'universalisme. D'où, parfois... Il ne dit pas l'universalisme de pacotille. Non, c'est moi. Pacotille, l'universalisme idéologique. Oui, idéologique. Ça aurait été pas mal, l'universalisme de pacotille. Oui. Moi, quand je parle des nationaux républicains français qu'on stigmatise, je parle de républicains de papier. Ouais. Ah, mais avec on va parler d'une autre formule. Alors je vais avancer parce qu'il est déjà midi moins le quart, il faut au moins une demi-heure de débat avec la salle, puisqu'on arrête à midi et demi. Alors le chapitre que j'ai trouvé un peu en décalage avec le reste, c'est celui de Sonia Dayan Herzbrun, je ne sais pas si je prononce bien, sur dire la colonialité du genre et mettre en question l'universalité de la domination masculine. Une penseuse décoloniale. Absolument, elle est décoloniale affirmée. Et je ne dis pas que le chapitre ne devait pas rentrer dans le bouquin, puisque le bouquin est par définition pluraliste. En revanche, je dis quand même à la salle pourquoi ça m'a vraiment... bon, non seulement elle continue à faire la confusion entre universalisme et uniformité, elle parle d'unisson universaliste, etc. Et elle reprend les positions de Maria Lugones sur la colonialité, avec l'affirmation que avant la colonisation, les peuples originaires n'avaient pas de genre. Et elle cite toujours la même chose, c'est-à-dire au Rayonke Oyoumi, cette Yoruba, qui dit que dans la société Yoruba, il n'y avait pas de genre avant l'arrivée des Européens. Moi, je ne connais pas la société Yoruba, donc je ne vais pas répondre à cet article, à cette position-là, mais je vois au Brésil, par exemple, mon autre terrain de recherche, c'est tout le temps, il y a un Yoruba-centrisme au Brésil. Vraiment, les Africains, c'est les Yoruba, c'est pas autre chose. Et à supposer qu'elle ait raison, il aurait pu y avoir des relations de genre inversées. C'est un matriarcat, des femmes qui dominent, mais il y aurait des relations de genre différentes, mais il y en aurait quand même. Elle dit qu'il n'y avait pas de genre, et il y a quand même une question intéressante qu'elle induit, c'est qu'elle dit, dans la langue Yoruba, il n'y a pas de mot pour dire homme ou femme. J'y connais rien, donc je l'admets. Voilà. Mais est-ce qu'on peut, alors ça revient un petit peu à la discussion de tout à l'heure, est-ce qu'on peut conclure de l'absence de genre dans une langue pour dire qu'il n'y a pas de genre dans une société? Par exemple, un exemple tout simple, la langue anglaise, la grammaire anglaise est beaucoup moins genrée que la langue et la grammaire française. En anglais, on ne dit pas la table et le buffet. Est-ce que ça veut dire que la société anglaise est moins genrée que la société française? Évidemment que non, elle n'est pas plus non plus. Hein. Et puis il y a eu beaucoup de pays, y compris européens, comme l'Angleterre, la Castille, la Prusse ou la Russie, qui ont eu des grandes reines, et ça ne veut pas dire que ce n'était pas le patriarcat de ces pays-là. Donc cet article m'a vraiment, je ne veux pas vous demander de la défendre, puisque vous êtes un gros désaccord. Voilà. Mais ça m'a semblé un peu en décalage avec les autres articles. Bon, encore un problème avec Cécile Canu quand elle parle d'universalisme linguistique pour parler d'impérialisme linguistique, toujours le même problème. Alors j'ai été très intéressé par le chapitre de Magali Besson que vous avez cité tout à l'heure sur les lumières noires pour un autre universel. Elle utilise l'expression lumière noire, bon c'est pas elle qui l'invente mais elle l'utilise, c'est une expression des lumières dans le sillage de la révolution haïtienne et de la pensée afro-diasporique. Elle précise, elle précise, noir ne désigne pas une couleur, mais un rapport de pouvoir pesant sur un ensemble de populations racialisées comme noires et s'identifiant comme noires. Noir est une catégorie raciale, pas une description physique. Pour parler de lumière noire, il faut donc que la race, comme catégorie sociopolitique, existe. Or là, ça m'a intéressé parce que la discussion habituelle, c'est on essaie de concilier universalisme et pluralité, universalisme et nation, mais universalisme et race, c'est quand même plus rare. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que
moi je connais bien les positions de Magali, on se voit régulièrement, mais l'idée c'est fondamentalement que l'utilisation de la catégorie de race qui a ressurgi dans le débat intellectuel il y a, je sais pas, enfin, disons au moins de façon très forte au début du XXIe siècle, mais encore avant avec la théorie critique de la race américaine notamment, est un apport en quelque sorte à une théorie universaliste plus solide, plus consistante, parce que il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent aujourd'hui beaucoup d'auteurs réactionnaires considèrent aujourd'hui que les véritables racistes sont les antiracistes. J'ai parlé de cette histoire dans La haine de l'antiracisme, c'est-à-dire que des gens vous disent que dès l'instant où on utilise le vocabulaire de la race, on réanime, on met en avant des identités. On assigne à identité. On assigne à identité, exactement, on assigne à identité. Et évidemment, dans un premier temps, on peut dire, oui, c'est vrai, moi j'ai grandi, en ce qui me concerne, avec ma vie intellectuelle a commencé après ça, mais j'ai lu les déclarations de l'UNESCO de 50 et 51, la race n'existe pas. Et c'est vrai, elle n'existe pas comme catégorie réelle, il n'y a aucun doute là-dessus. À partir de là, beaucoup d'auteurs ont considéré qu'il était anti-universaliste de parler de race, que c'était briser l'unité du genre humain, en quelque sorte. Alors que, du point de vue de Magali et des théoriciens critiques de la race, c'est au contraire enrichir le combat antiraciste par la prise en compte des identités raciales. Je vais prendre un exemple extrêmement simple que j'emprunte à un philosophe que j'adore, qui s'appelle Kwame Anthony Appiah. Qu'est-ce que nous dit Appiah? Il nous dit, moi je serais favorable aussi à ce qu'on élimine le mot race du vocabulaire. Il a une position qu'on qualifie d'éliminativiste. Mais il dit, ce qui existe en revanche, ce sont l'identité raciale. Et qui construit l'identité raciale? Ce sont les racistes. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il nous prend un exemple tout simple, la sorcellerie, ça n'existe pas. Des tas de femmes ont été brûlées parce qu'elles ont été considérées comme sorcières. Eh bien, c'est la même chose, il y a une efficacité extrêmement forte, politiquement, socialement, de la race, alors que la race n'existe pas. Et c'est ça que les auteurs comme Magali mettent en avant, et à mon avis, ils ont raison. Et alors, en ce qui concerne les lumières noires, elle dit notamment, et j'ai repris cet exemple dans un texte aussi, que c'est au nom de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, la devise de la République française, que les armées haïtiennes ont combattu les armées de la Révolution, qui massacraient les Haïtiens. Non, de la Révolution. La Révolution. C'est-à-dire que les armées françaises, animées a priori des mêmes idéaux, ont tout de même combattu par le fer et par le sang des Haïtiens qui se réclamaient, eux, de ces principes-là. Et donc, ce qu'elle exhume là, c'est l'existence de lumière noire. C'est l'idée que les lumières n'appartiennent à personne, l'idée que reprend avec juste. Enfin, qu'on reprend. On ne dira pas lumière blanche. Non, il n'y aura pas de lumière blanche, c'est vrai. On pourrait peut-être le dire, je ne sais pas si c'est éclairant. Non, mais Antoine Lilti dit la même chose. Hein, dans son... Oui. Les lumières n'appartiennent à personne. Ouais. Et c'est ça l'idée de Magali, c'est de montrer que ça n'appartient à personne. Et donc il ne faut pas jeter les lumières, comme certains anti-universalistes plus ou moins avérés veulent le faire, parce que ce serait une tradition née en Occident. On n'invalide pas... Sans définir ce qu'est l'Occident. Oui, c'est très bien suffisant, mais enfin, on ne peut pas jeter aux orties une idée, une pensée, en fonction de son origine aussi. Et d'ailleurs, je me souviens, vous allez rigoler, mais je me demandais si j'avais été député c'est en 2002 ou en 2003 que sous Hollande, l'article 2 de la Constitution a été changé. Et vous savez, alors je peux me tromper sur les mots, mais l'article qui dit toute discrimination basée sur la religion, la race, le sexe, etc. est interdite. Et des députés ont dit, notamment de gauche, ont dit si on dit que toute discrimination basée sur la race est interdite, ça veut dire que la race existe. Or, comme la race n'existe pas, donc on supprime cette interdiction. Et ça a été voté à une écrasante majorité. Et moi, je pense que si j'avais été député, j'aurais voté contre. Ah oui, parce que moi, c'est un excellent exemple de ce que moi j'appelle l'universalisme abstrait. La race n'existe pas, donc je supprime toute mention de l'expression de la race. L'universel est abstrait, l'universalisme ne l'est pas, absolument. Vous avez raison. Pour terminer, moi aussi, donc le dernier article, c'est l'article de Stéphane Dufoy, qui venait de publier son petit bouquin qu'on a étudié l'année dernière, qui s'appelle Décolonial. Dans cette série de bouquins, vous savez, où tous les titres sont formés par un seul mot. D'ailleurs, on va recevoir Sarah Mazouz en décembre, dont le bouquin s'appelle Race. Voilà, justement. Et ça aurait été rigolo que vous soyez là aussi. Oui, je me suis demandé, parce que donc...
Stéphane Dufoy, c'est pas un hasard, je pense, si son article a été placé tout à fait à la fin, alors que le vôtre est en plein milieu de la première partie. Il fait pas conclusion, mais c'est pas un hasard s'il a été placé à la fin. Et lui, il essaye, il le pense vraiment, je pense, de conjuguer l'universel et pluriversel. Et moi, ça me semble impossible. Parce que l'universel n'affirme pas la pluralité des diversités humaines au sein de l'universel, il affirme l'impossibilité de l'universel. Et donc c'est comme ça que notre gros point c'est comme ça que voilà, d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous, et dans vous d'accord avec lui. Moi, j'ai rendu compte de son livre décolonial à la vie des idées, ça se terminait par. Mais son livre est moins net que ça sur ce point-là. L'article est plus radical. Oui, peut-être. Non, mais c'est certain. Lui, il se pense toujours universaliste. Oui. Mais je suis d'accord avec votre critique. Bon, moi j'ai fini. J'espère qu'il y a plein de questions ou des demandes de précision ou des affirmations de désaccord frontal. On est là pour ça. Par exemple, Ruth, j'aimerais bien, vous qui êtes brésilienne et qui travaillez sur... Ruth est une de mes doctorantes qui travaille sur les politiques antiracistes et l'éducation antiraciste, notamment dans la police militaire, dans l'état du Pará, ou Paraná, je confonds toujours les deux, Pará, donc au nord-est du Brésil. Et elle utilise le concept de race. Oui. Expliquez. Oui. En fait, j'utilise le concept de race dans une perspective qui c'est important, cette classification, cette démarcation, justement, pour ne pas effacer les inégalités. Donc, c'est dans ce contexte-là. Mais j'aimerais bien vous poser une question pour l'instant et après je laisse tout le monde bien sûr. Mais vous êtes là pour ça, oui. Non mais c'est juste, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à ça, sur la question universaliste, sur l'universalisme abstrait. En français. Abstrait, justement, parce qu'il ne serait pas... les gens qui défendent l'universalisme ne seraient pas, par exemple, cet universalisme républicain, etc., défendu par Macron, par exemple, ne seraient pas un discours pour justement effacer le fait qu'il existe les inégalités, par exemple. Parce que quand M. Cahen, il vient de dire, sur le fait qu'il voulait effacer le terme, comme disait le philosophe, mais efface pas le phénomène. Donc ça veut dire faire un discours que nous sommes un pays universel, etc. Et qu'on constate, par exemple, au Brésil, dans ma recherche, comment se constater, c'est juste de dire que toutes les politiques qui ont été créées, ce sont des politiques avec une vision qu'il faut toucher à tous, il ne faut pas penser à la particularité des Noirs, à la particularité de tous, parce que le discours de la police militaire, c'est de dire, Madame Bichat, mais on ne peut pas penser... Madame Bichat, c'est vous, hein. C'est moi. On ne peut pas penser, lors de mes entretiens, il disait, on ne peut pas penser une politique différenciée ou un abordage différent parce que les gens ils sont noirs, parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont... On ne peut pas classer la population comme ça pour travailler dans l'intervention, par exemple. Et donc, et moi je disais, mais vous êtes d'accord qu'on a la plupart des gens qui sont des prisonniers, ce sont les Noirs, la plupart des accusés, ce sont les Noirs, et donc on ne peut pas effacer le fait que cette population, elle est bien touchée, mais d'une manière extrêmement négative par les politiques publiques concernées à la sécurité publique. Et donc, ce qu'il disait, c'est que nous sommes des universalistes. Il faut bien penser une politique qui touche à tous et qu'on ne peut pas faire des différences. Donc, ça veut dire que ce que je voudrais vous poser comme question, c'est de dire... excusez-moi de faire un lien avec mon travail. Non, mais il est parfaitement bien. Ça m'intéresse énormément la question universaliste et universelle. Justement pour vous dire, est-ce que c'est parler et affirmer l'universalisme, défendre l'universalisme dans les politiques publiques, etc., ne serait pas une manière d'utiliser une excuse pour dire on ne touche pas à cette thématique parce que justement... Je pourrais m'arrêter en disant oui, vous avez tout à fait raison, vous avez parfaitement décrit le phénomène. Alors, quelques commentaires si vous voulez, mais je suis tout à fait d'accord. Le mot que vous n'avez pas utilisé qui éclaire la question, c'est celui de... Alors on dit, mais je n'aime pas ce mot-là, discrimination positive, mais le mot d'action compensatoire. Il est évident qu'on ne peut pas faire comme si des siècles de domination
vis-à-vis de certaines populations qui ne sont pas nécessairement des minorités, mais qui sont des minorités politiques, par exemple les femmes, n'ont pas eu lieu. Et par conséquent, les faux universalistes, enfin ceux qui se réclament de principes universalistes, vous disent on ne peut pas prendre en compte tout ça parce que ça serait contraire à l'universalité de la loi, il faut s'appliquer de la même façon. Mais en réalité, les actions compensatoires, elles existent depuis fort longtemps. D'abord, en France, la parité existe. C'est bel et bien une action compensatoire. Les ZEP, est-ce que ce n'est pas une action compensatoire? Zone d'éducation prioritaire. On a des zones d'éducation prioritaire ou des zones aussi d'habitat où on va faire des efforts particuliers parce qu'on fait le constat qu'il y a là un décalage au niveau de l'égalité des chances. L'égalité des chances, évidemment, un mot d'ordre parfaitement, je dirais, comment dirais-je, trompe-l'œil, mais se réclamer en tout cas d'une perspective égalitaire suppose qu'on fasse des actions compensatoires en matière d'ailleurs d'égalité concernant les cultes, parce que ça c'est quelque chose évidemment que j'ai beaucoup travaillé. Le refus des accommodements dits raisonnables au Canada est aussi quelque chose qui est mis en avant par ces faux républicains-là. Et ils ne reconnaissent pas, et je terminerai là-dessus, ils ne reconnaissent pas, et vous avez commencé par ça à juste titre, ils ne reconnaissent pas l'existence de discrimination, ou s'ils les reconnaissent, elles ne sont pas là où nous disons qu'elles sont. Il y a vraiment un déni de discrimination. D'ailleurs, un des mots utilisés par la pensée réactionnaire, c'est posture victimaire. On a posture victimaire, on a une hypersensibilité des minorités, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déni, voire une dénégation ou un déni, on peut choisir les deux termes, qui là sont à peu près équivalents, vis-à-vis d'une réalité sociale qui est une réalité faite effectivement de discrimination fondée sur un certain nombre de choses, dont la race, bien évidemment. Et l'exemple des prisons, on pourrait le transposer à la France. Les prisons en France ne sont pas peuplées proportionnellement au nombre de parties de la population, même si je suis assez réticent vis-à-vis des statistiques ethniques, parce que, pourquoi je suis réticent? Non pas parce que ça peut être... C'est ce que c'est la polémique sur les statistiques techniques qu'il y a eu à peu près il y a une dizaine d'années en France, mais qui peut ressortir à n'importe quel moment. Mais les gens changent de position. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, excusez-moi, oui, bien sûr. En 2013, j'étais au Brésil, et 2013, c'est 10 ans après 2003. 2003, c'est le moment où le premier gouvernement Lula fait une loi, une loi qui impose dans les universités fédérales, vous ne pouvez pas toucher aux universités privées ou étatiques, le Brésil est un fédéral, une loi qui impose dans les universités fédérales l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et ce qu'ils appellent les Afro-Brésiliens. Bon, donc en 2013, il y avait une des rédactrices de la loi, je participe à un séminaire là-dessus, et tout le temps, mes collègues brésiliens parlaient des relations ethnico-raciales. Bon. Mais je me perds, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Ah oui. Et alors, à un moment donné, je pose la question, mais vous parlez tout le temps de relations ethnico-raciales. Est-ce que ça signifie que les Noirs, parce qu'en fait on parlait de relations entre les Noirs et les Blancs, est-ce que ça signifie que les Noirs sont une ethnie et que les Blancs sont une ethnie? Ah non, c'est pas du tout ça. D'accord. Est-ce que ça signifie que les Noirs sont une race et que les Blancs sont une race? Ah non, d'ailleurs le mouvement noir unifié, le principal mouvement noir brésilien, parle de communauté. Bon. Mais alors pourquoi vous parlez de relations ethnico-raciales? Silence dans la salle, murmure dans la salle. Et là, le président de cette séance me dit merci d'avoir posé en fin de réunion cette question qui pourrait nécessiter de doubler la longueur de la réunion, mais nous n'abandonnerons pas cette expression parce qu'elle est la plus, plus efficace politiquement. Mais au début, avant de poser ma question, je m'étais presque excusé d'être français en disant en France, c'est un pays où on n'a pas le droit de savoir combien il y a de gens noirs. Et les gens me disaient quoi? La France, pays des droits de l'homme, on n'a pas le droit de savoir combien il y a de gens noirs? Là, on avait exactement en confrontation, et pour ça, moi je suis favorable aux statistiques ethniques, sauf que je n'appelle pas du tout ethnique. C'est pas, avec le mot, il est piégé. Mais c'est vraiment l'exemple bien de l'universalisme abstrait français, c'est-à-dire que, casser le thermomètre, quoi. Casser le thermomètre, ça suffit, quoi. Non, mais si on veut connaître les discriminations liées aux origines, moi, si je ne suis pas très favorable aux statistiques ethniques, c'est parce qu'il existe, je l'apprends à personne, une grande enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine, dans laquelle on peut absolument repérer les sources des discriminations. Les parcours permettent de savoir comment ça se situe. Et à mon avis, les statistiques ethniques n'apporteraient pas grand-chose de plus. Et ma principale réserve est la suivante.
Je peux changer d'avis parce que, par exemple, mon ami François Héran a été opposé, il est favorable maintenant, et vice-versa, il y en a qui étaient pour et qui sont contre. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Absolument. Mais pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un risque, c'est le risque d'hypostasier des catégories. Parce que vous allez vous définir comment? Moi, si on me demande à quelle catégorie je me range, je ne saurais pas répondre. C'est toujours la même chose. Et alors, si on est obligé de répondre, si on l'enquête c'est va avoir du sens, c'est garder la même catégorie. C'est autodéclaration. C'est autodéclaration. Si vous êtes tout blanc et vous dites que vous êtes noir, vous êtes noir. Oui, je sais bien, c'est autodéclaratoire, mais c'est une autodéclaration qui me gêne. Moi, je ne vais pas m'identifier comme blanc. Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous mettez autre. Oui, Trans. Non, mais, oui, mais je ne suis pas trans. Je ne sais pas si je suis autre, mais. Non, écoutez, on peut pas. Ça me semble que ce risque-là, c'est. Après, quand on fait d'autres enquêtes, il va falloir garder la même catégorie pour que l'enquête ait du sens. C'est figé un paysage qui précisément est émouvant. Moi, je suis défavorable. Mais par exemple, poser la question, je pense que c'est intéressant. Enfin, moi, peut-être pour l'enregistrement, vous pouvez dire. Mais si, c'est très bien, mais vous dites juste votre nom. Fiona. Non, mais je pense que c'est. Votre nom? Fiona, j'étais ouais. Fiona. Non, mais je pense que c'est intéressant sur la question de comment on formule. Enfin, après, comme je suis anthropologue, je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment poser des questions, mais je pense que c'est intéressant sur comment on pose une question. Finalement, on peut, sans avoir comme volonté d'obscurcir, parce que je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir en fait ces données-là, parce que justement, elles peuvent témoigner d'inégalités, de processus de pouvoir, de discrimination, mais comment on les apporte, par exemple, ça pourrait... Effectivement, je connais pas du tout cette enquête trajectoire origine, mais en tout cas, poser la question de où on vient, comment on a parcouru ce qu'on vient, sans forcément en fait y apposer effectivement une catégorie à laquelle on ne se reconnaît pas. Je pense que c'est intéressant. Je sais que politiquement au Brésil, c'est très important politiquement que les gens noirs puissent dire nous sommes 54% de ce pays. Oui. Ça n'assigne pas les gens individuellement, c'est pas marqué comme a voulu faire le régime angolais marxiste-léniniste entre guillemets, où il y avait marqué sur la carte d'identité blanc, noir, métis. Ça n'indique pas du tout de faire ça. Mais on sait globalement qu'il y a 54% de gens noirs. Ça présuppose une homogénéité de la catégorie noire qui est tout à fait... C'est une catégorie politique au Brésil. Oui, mais c'est imaginaire. Par exemple, Ruth que vous avez devant vous, elle est noire. Oui, non, mais je sais bien. Non, parce que je sais qu'elle se dit noire. C'est la règle de la goutte de sang aux États-Unis. Non, au Brésil, c'est pas la goutte de sang, c'est l'apparence. C'est l'apparence. Mais au Brésil, la catégorie noire, dans les mots portugais, negro, ça veut dire à la fois preto, c'est-à-dire la peau foncée, et pardo, c'est-à-dire la peau claire. Moi, je crois vraiment que cette typologie-là n'est pas... Non, mais elle existe. Je dis pas que c'est national. Je dis simplement qu'elle existe. Je pense qu'il faut la combattre. En tout cas, je pense interdire les statistiques n'a pas de sens. Je voudrais juste rajouter une question s'il n'y a pas de questions à poser. C'est juste de rajouter une information qui est assez importante pour le Brésil. On vient des années, des siècles d'esclavage, d'une histoire qui nous a mis dans une situation où cette discrimination, elle perpasse pour cette histoire. Elle perdure. Perdure, pardon. Elle perpasse, non? Non, c'est pas en français. Ouais, voilà. Donc, juste pour rajouter une information, qui je crois que c'est important, c'est juste pour vous dire qu'on a une histoire de discrimination qui est ancrée dans l'histoire du Brésil. Donc, ça veut dire qu'on a une population qui est venue de force au Brésil, et qui, au moment qu'elle a été libérée, au moment qu'elle a été libérée, il a eu cette population, c'est elle qui a payé pour la libération. Donc c'était les seigneurs qui recevaient par libérer ces gens. Donc ça veut dire que ces gens, ils sont libérés, mais ils sont sortis sans aucun droit. Donc ça veut dire que cette histoire, elle a perduré justement. Tous les ancêtres et tous les gens qui venaient après, ils venaient d'une histoire de discrimination. Les gens analphabètes au Brésil ont eu le droit de vote en 1988. Exactement, donc ils viennent d'une histoire. Donc, quand vous parliez tout à l'heure sur la source de discrimination, que c'est important, au Brésil, il y a cette histoire, qu'elle vient et qu'elle perdure. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple que la plupart de la population, les pauvres et les gens qui souffrent, dans les périphéries, dans les banlieues, etc., ce sont des Noirs, c'est justement parce qu'on a une histoire qui amène à cette réalité. Et même, par exemple, vous dites tout à l'heure de la construction, ce qui construit l'imaginaire par exemple de la race au Brésil, par exemple, c'est construit dans cette idée que les Noirs, ils sont minorités.
Et donc ça veut dire que les blancs et même les métis sont la norme. Exactement, mais que les blancs et que les métis, etc., c'est normal qu'une personne. C'est toujours la différence par rapport à la norme majoritaire et de l'hégémonie, bien sûr. Voilà, mais on parle des constructions de l'histoire, qu'il y a une différence assez importante, et c'est pour ça qu'au Brésil, on maintient ça en tant qu'un instrument politique de réaffirmer qu'on a une quantité de gens de noirs au Brésil. La vraie difficulté, c'est que sans droit à l'égalité, le droit à la différence devient très vite la différence du droit. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas comme ça. Enfin, la différence, enfin, moi une définition que je donne, la différence entre universalisme abstrait et concret, il y a d'autres catégories qui peuvent être faites, hein, c'est que l'universalisme abstrait proclame l'égalité réalisée parce qu'elle est dans la loi. Et l'universalisme concret proclame la loi qui doit produire de l'égalité. Une distinction que Marx avait oui, bien sûr, formelle et réelle. Ce qui est formel et ce qui est réel, il y a un décalage. Voilà. Quoi d'autre? Didier, tu levais le doigt dans ces... Je ne sais pas si tu tentes. Allô, Michel? Oui, Natalia? Ah, vous m'entendez? Ah oui, on entend, il faut découper ton micro, Natalia. Tu arrives à nous suivre, c'est une collègue de Lyon. Tu arrives à nous suivre? Mais bien sûr, je suis... Tu veux poser une question? Oui, justement. J'ai une question, mais s'il y a sur le groupe, comme vous voulez. Je l'ai mis sur le chat. Non, mais mets-le tout de suite. Non, mais mets-le tout de suite par oral, puisqu'on entend très bien. Parce que je n'ai pas accès au chat. Ah. J'ai pas accès au chat. Là, mais est-ce que je peux la poser maintenant? Oui, ou c'est mieux d'attendre? Tout de suite. Natalia est professeure de civilisation du jeu brésilienne à l'université de Lyon 3. Vas-y. Donc, je vais la lire parce qu'elle est longue et je préfère la faire en français. Combien de pages? Donc, non, c'est pas très... Bon, bref. Professeur Polycarpe, bonjour, merci pour vos intéressantes réflexions et pour la richesse de votre argument. J'ai écrit donc ma question parce que je pensais que je n'avais pas le micro, mais tant mieux si je l'ai. Je suis franco-brésilienne et je vous écris là maintenant directement du Brésil, où la question indigène me paraît la plus emblématique pour vous interroger dans cette séance. Le destin des autochtones d'Amérique a été jugé selon plusieurs catégories juridiques définies par ceux et celles qui étaient en avantage de guerre, comme on le sait, avantage en armement, en conditions de santé, etc. Comme on le sait aussi, ils sont nommés des sauvages, des bêtes, des enfants ou des tutelles de l'État, car incapables soi-disant de s'autogérer, et ça jusqu'aujourd'hui au Brésil. Tous ces arguments juridiques ont justifié, ne pas auprès des indigènes qui n'ont jamais lu une ligne de ce traité ou même les arguments de Las Casas. Ces arguments ont été créés pour justifier la violence contre ces peuples auprès de ceux et celles qui la pratiquaient, ou au moins en étaient des témoins. Je rappelle, il s'agit du plus grand génocide de l'histoire, et je ne parle pas de l'Holocauste, je parle de l'élimination depuis 5 siècles des populations indigènes d'Amérique. On voit aussi dans la pratique et par l'histoire que l'universalisme moderne ne les a jamais rien servi. Par contre, ils survivent encore aujourd'hui grâce à leur conception d'universel, car ils en ont une, composée d'une idée d'humanité qui inclut ne pas seulement des hommes et des femmes, mais des pierres, des montagnes, la terre, des tapirs, des serpents, le ciel, les astres, etc., qui peuvent ou pas être considérés des humains selon leurs actions. Ce sont leurs actions, donc, qui définissent leur humanité ou leur sauvagerie. Donc, je parle notamment du perspectivisme amérindien qui est très bien décrit par l'anthropologue Eduardo Viveiros. C'est la raison pour laquelle les indigènes encore vivants, sans compter donc les assassinés et ceux qui se sont suicidés, continuent à défendre leurs espaces géographiques. Ma question est la suivante, donc. Est-ce que votre universalisme pourrait dialoguer avec cette conception d'universel des indigènes? Merci. Merci à toi, Natalia. C'est très, très, très difficile de répondre comme ça à brûle pour point une question importante. Répondez. Je réponds que lorsque je suis à peu près certain de ce que je pense, là j'en suis pas tout à fait sûr, d'abord par mes connaissances de ces conceptions-là. La question c'est est-ce que c'est une conception véritablement homogène qu'on peut qualifier comme appartenant aux populations autochtones? Je ne sais pas, si vous me dites oui, j'enregistre. Ça me surprendrait qu'il y ait quand même une homogénéité parmi toutes les populations autochtones pour avoir une pensée universelle telle que vous la décrivez, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Alors,
la question de sans distinction, c'est-à-dire que ça concerne non seulement les humains, mais les pierres, les animaux, le vivant, voilà. Les rivières, enfin bon. La question que je me pose, c'est quels sont les effets politiques d'une telle conception? Je n'ai rien a priori contre que l'on baptise ça universel, même si, vous l'avez entendu, dans une perspective universelle était une catégorie que je réservais à l'espèce humaine. Maintenant, vous parlez ici de droits qu'on peut attribuer aux rivières, aux fleuves, aux arbres, pour les protéger de la destruction du colonialisme, de l'impérialisme, du capitalisme. J'ai rien contre l'idée que des droits puissent protéger des entités qui ne soient pas des entités humaines. Appeler ça une conception universelle, pourquoi pas? C'est pas du tout la façon dont j'ai raisonné aujourd'hui, mais a priori, j'ai rien contre. Simplement, ma perspective, je l'ai d'ailleurs dit, c'est une perspective qui cherche à penser la différence anthropologique. Donc c'est une perspective qui est plutôt opposée à l'indistinction. Or, vous, ce que vous me dites là, c'est une pensée qui va justement jusqu'à déconstruire les distinctions habituelles. Je ne sais, si ça peut enrichir le combat pour l'égalité des droits, car ça reste ça l'essentiel, je n'ai rien contre. Mais philosophiquement, je suis un peu réservé sur cette extension indéfinie de la catégorie universelle. Je ne sais pas si ma réponse me paraît suffisamment claire. Merci. Il y a la question de l'indistinction, et merci beaucoup parce que c'est très intéressant la réponse, mais aussi il y a la question de l'humanité comme action. Ça, c'est le deuxième volet de cette conception qui est décrite par Eduardo Belgica, qui a étudié plusieurs communautés amérindiennes d'Amazonie et qui l'a classifiée comme perspectivisme amérindien. Donc, en effet, elle est une conception assez répandue entre différentes ethnies amérindiennes. Mais Natalia, je pourrais donner un exemple un peu intermédiaire entre ce que dit Natalia et ce que vous avez répondu. Alors, au Portugal aujourd'hui, il y a un projet de loi qui vise à accorder une personnalité juridique à certains fleuves. C'est donc alors bien sûr c'est l'homme qui va définir les droits, mais il n'empêche que c'est le fleuve, ou ça pourrait être une montagne, ça pourrait être qui acquiert une personnalité juridique comme une personnalité juridique. Voilà. Oui, il y a une symétrie considérable, c'est que le fleuve peut avoir des droits et il n'a évidemment aucun devoir, par définition, puisque le devoir ça concerne uniquement l'humain. Et cette asymétrie qui me gêne un petit peu, parce que nous avons des obligations envers les animaux, par exemple, un domaine que je connais beaucoup mieux que les fleuves ou les rivières, nous avons des obligations envers les animaux. Est-ce qu'il faut, pour que nous remplissions ces obligations, donner des droits aux animaux? Je reste réticent, je suis tout à fait sur les positions qu'exprime Martha Nussbaum, philosophe des capabilités, donc proche de Amartya Sen, sur la question des droits des animaux. Je pense que nous n'avons pas besoin d'attribuer les droits aux animaux pour être vis-à-vis d'eux dans une étude de compassion. Voilà. Mais c'est un thème sur lequel je me dispute avec une des participantes du livre, notamment Jeanne Sénac, qui a des positions totalement contraires aux miennes là-dessus. Mais en fait, je pense que ce n'est pas nécessairement politiquement efficace, mais je me trompe peut-être, encore une fois. Ben, c'est-à-dire que dans les luttes des nations indigènes d'Amérique du Sud, mais même d'Amérique du Nord, le fait de défendre une montagne parce que cette montagne est des droits, certains diront ça c'est pré-moderne, c'est pré-politique. On peut tout aussi en parler de ce que faisaient les subalternistes indiens, que ce sont des modernités alternatives. Et quand les Naxalites, dans les années 60, à l'époque coloniale encore britannique, disaient c'est pas de notre faute si on s'est révolté, c'est parce que nos dieux nous l'ont demandé. Oui. Et ils ont défendu ça en tribunal britannique, ça ne les a pas empêchés d'être fusillés. Mais il n'empêche que c'était leur dieu. Alors nous on va dire c'est pré-moderne, et la théologie de la libération, c'est pas aussi Dieu qui demande de se soulever. Donc c'est voilà. D'autres questions, d'autres remarques, Luciana? Moi j'avais une question, peut-être ça fera un lien, c'est parce que vous l'avez utilisé plusieurs fois dans votre. Merci beaucoup, c'est très intéressant. La question de la vérité. Et en fait, je pense que pour moi ça lie peut-être. Je voulais vous demander si vous pouviez un petit peu approfondir ça, parce que ça, vous avez dit si tout relevait d'une institution, je ne l'ai pas bien retranscrire, mais les notions de bien, de vérité, de bien, de la vie. Et donc comment cela justifierait les choix politiques finalement, et je pense qu'il y a cette question, pour moi la vérité du coup ça fait aussi repenser à cette idée du constructivisme social, du construction humaine. Oui bien sûr, parce que finalement à partir du moment où on a une position qui est résolument,
l'extrême constructiviste, ce serait de dire ontologiquement, bah, si le truc de la tour ou de l'Omicron n'existe pas, Ramsès II n'est pas mort à la tuberculose. Pardon? Ramsès II n'est pas mort. Voilà, des choses, où en fait on tombe dans une forme de... Donc je voulais juste vous demander si vous pouviez approfondir sur la question de la vérité, parce que je pense que finalement cette question de la vérité, pour moi c'est... En tant qu'enseignante, souvent c'est ce qui fait que même quand on est au sein d'un cours, on fait un débat, cette notion de la vérité, finalement c'est celle qui a du mal à ramener ensemble, peut-être, à faire universel en fait. Et du coup je voulais juste savoir si c'était possible... voilà, de développer un petit peu ce que vous voulez dire sur ça. Et puis après, la deuxième petite question, c'était aussi, vous aviez opposé cette question de... Enfin, je pense que c'était Michel qui l'a repris, cette différence entre l'uniforme et l'universel. Et c'est vrai qu'il y a la notion d'hybridité qui n'est pas du tout abordée dans... Et qui a toute une histoire postcoloniale, évidemment. Et je me demandais si... Hybridité culturelle, je pense qu'il y a quelques auteurs qui doivent l'aborder, moi non, mais... Voilà, je me demandais si il y avait quelque chose qui... Voilà, vous n'avez pas franchement besoin de mes lumières, parce que je pense que vous savez à peu près bien comment se pose le problème, vous l'avez montré là. Vous avez fait référence à la tour, c'est-à-dire que mon point de vue est un point de vue anti-latourien. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de la tour, qui est un courant de sociologie des sciences extrêmement influent encore aujourd'hui, dont le premier livre qu'il a fait connaître s'appelle La vie de laboratoire. Grosso modo, les vérités scientifiques, précisément pour la tour, sont totalement construites par les puissances de pouvoir. Autrement dit, la tour, il résonne donc à l'époque comme aujourd'hui beaucoup résonnent avec l'ANR, c'est-à-dire que finalement l'ANR, elle dit ce qui doit être poursuivi et qui a de l'intérêt. L'Agence nationale de la recherche. Oui, pardon. Qui doit être poursuivi, qui a de l'intérêt pratique, appliqué, indépendamment du fait que les scientifiques qui font de la science fondamentale ne se préoccupent pas forcément de l'application de leur recherche. Si l'application immédiate en tout cas. L'application immédiate en tout cas. On ne va pas dire que Einstein est à annulé, comme on cancellé, parce que les travaux d'Einstein ont mené à la bombe atomique. Or, réduire, si vous voulez, la logique scientifique à la logique de pouvoir, qui, encore une fois, il serait absolument absurde d'ignorer comment fonctionne la recherche. Et dans le fonctionnement de la recherche, il y a bien ces logiques de pouvoir-là, et je ne les ignore pas, mais dire que les résultats, que au fond les théories ne sont que des visions à un instant donné, que rien ne va trancher entre des théories, c'est considérer au fond, aujourd'hui, on peut tous bien dire que le créationnisme peut être enseigné dans les universités américaines, que la théorie de l'évolution, donc une théorie parmi d'autres, qu'on peut très bien ne pas être hégocentrisme mais géocentriste, etc. Donc vous voyez, il y a ça va être très postmoderne, ça aussi. C'est postmoderne. Ouais. C'est postmoderne. Je suis très anti-postmoderne. C'est la vérité scientifique, vous utilisez le terme de vérité en termes de vérité. Mais moi je prends la vérité en tout cas comme une quête infinie. Je dis pas, je dis que c'est quelque chose que les scientifiques ont à l'esprit, qu'ils fassent plus volontiers quand ils font des sciences fondamentales que des strictement expérimentales, mais encore. Moi, je le vis bien, excusez-moi, juste une précision, c'est mon épouse est professeure de chimie du vivant à l'ENS, et par conséquent, je sais ce qu'elle me dit. Et la position latourienne est défendue par certains de ses collègues. Elle dit, ma recherche, elle va dans le sens de découvrir ce qui est le plus proche possible de la description juste, vraie, de la réalité. Et si on n'a pas cette quête-là comme idéal régulateur au sens kantien du terme, je ne vois pas comment on fait de la recherche. Je ne vois pas. Moi, je serais globalement d'accord avec ça, avec quand même une autre réserve, c'est que, bien sûr, le travail du scientifique n'est pas un savoir comme un autre, au même titre que les religions ou que les cultures populaires, etc. Néanmoins, personne ne va nier le lien entre l'idéologie dominante et les sciences. Non, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais je suis d'accord pour prendre en compte ces logiques-là. Mais ce que je combats, c'est la réduction de la science à ces logiques. Le virus du sida découvert par Montagnier n'est ni de droite ni de gauche. Absolument. Non, mais en plus, la tour nous dit, dès l'instant où le microbe de la tuberculose n'avait pas été détecté par corps, je ne sais plus combien de temps, à quelle année c'était, on va pas importe. Et donc, Ramsès II ne peut pas être mort de la tuberculose. C'est quelque chose qui, aussi aberrant que cela soit, a imprégné des générations. Enfin, la tour est certainement des chercheurs les plus estimés qui soient. Pas par tout le monde. Pas du tout par moi. C'est un penseur spiritualiste chrétien, par ailleurs, ce qui est à l'opposé. Maëlys, t'as une question?